Merci d'être venu. On est heureux de vous accueillir. Donc, le réseau alsacien organise cette soirée. On voulait faire des soirées régulièrement. Puis, vous voyez, Covid sur Covid, on est quelquefois freiné. Donc là, c'est une nouvelle ère qui débute avec une soirée du mois de juin. Voilà. Donc, on a décidé de choisir ce thème de vulnérabilité et consentement, qui est un sujet qui nous interroge déjà depuis longtemps. C'est vraiment un sujet inépuisable. On va d'ailleurs toucher à d'autres concepts, certainement aussi le concept d'autonomie, le principe d'autonomie. Et on a voulu faire une table ronde avec de l'interprofessionnalité qui est très classique et très riche et très importante dans le domaine des soins palliatifs, mais pas seulement dans le domaine des soins palliatifs. Donc, nous avons invité le docteur Lise Lorenz, qui est gériatre à Haguenau et qui est médecin expert auprès du procureur de la République. Ensuite, parlera en distanciel un juriste qui, en direct de Pau, c'est ça, Pau ou Bordeaux? Pau. Enfin, officiellement Bordeaux, mais je suis à Pau, en fait, physiquement. Officiellement Bordeaux, mais il est à Pau. Donc, voilà, les Bordelais, hein, Bordelais, ne vous trompez pas, Bordelais. Donc, un juriste qui intervient de temps en temps à Strasbourg, d'ailleurs. Absolument, strasbourgeois compatible. Voilà, et dans cette IFSI d'ailleurs en particulier. Et puis après, nous aurons Nathalie Butler, qui est assistante sociale à Haguenau, qui nous parlera également de son point de vue, de son regard. Et puis, nous finirons avec Audrey Rimbert, qui est psychologue à l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU des UC. Voilà. Donc, il y a un temps de présentation, chacun dans son regard. Alors, le sujet est inépuisable, hein, donc il y a évidemment d'autres façons de le voir, mais là, on va voir comment ça se développe. Et puis, on aura un petit temps de questions, peut-être après chaque intervenant, et puis encore un dernier temps de questions avec les quatre en table ronde. Donc, pour commencer, je laisse la parole à Dr Lise Lorenz. Merci. Donc oui, je suis Lise Lorenz, je suis gériatre en unité mobile de gériatrie à Haguenau. Dans mon parcours, j'ai aussi flirté un petit peu avec les soins palliatifs, notamment quand j'étais en poste à Bichevillers, où j'ai travaillé un peu dans l'équipe mobile de soins palliatifs gériatriques notamment. Et donc, je suis également inscrite sur la liste du procureur de la République de Strasbourg, donc on ne peut pas vraiment dire que je suis médecin expert, puisqu'il ne s'agit pas à proprement d'une expertise, mais je vous expliquerai exactement ce que je fais quand on me sollicite. Donc, la présentation, globalement, j'ai commencé par un petit peu faire un petit focus sur quelques concepts, hein, notamment autonomie et vulnérabilité. L'aspect soins palliatifs, je ne le développe pas plus que ça, ce n'est pas mon cœur de cible de toute manière. Et puis, vous verrez que les concepts que je vous expose sont applicables dans plusieurs situations, y compris les situations de soins palliatifs où vous rencontrez beaucoup de patients vulnérables. Donc, en préambule, je vous proposais un peu de définir les concepts. Donc, l'autonomie, de quoi on parle, ça peut avoir plusieurs sens. Alors, un peu d'étymologie, si je viens de voir d'où viennent les mots qu'on utilise. Ça vient du grec, autos, qui signifie soi-même, et nomos, loi ou règle. Donc, littéralement, autonomos, qui se régit par ses propres lois. Deux traditions coexistent dans l'usage du terme autonomie à ce sens plus, enfin, ce concept philosophique, on va dire. Une tradition plus européenne qui nous vient du philosophe Kant, qui définit que c'est la capacité à se donner à soi-même ses propres lois, donc très proche du sens étymologique. Il précise d'obéir à la raison et à la conscience morale. Et en fait, pour Kant, c'est la capacité d'agir moralement par soi-même. Et ça, c'est important de le préciser. C'est également cette capacité d'agir moralement par soi-même qui, dans la philosophie de Kant, fonde la dignité. Ça s'oppose à l'hétéronomie qui, elle, est le fait d'être soumis à une volonté étrangère. À côté de cela, il y a la tradition plus anglo-saxonne qui nous vient d'outre-Manche, qui entend plutôt l'autonomie au sens de l'autodétermination, qui est la capacité non seulement à se gouverner soi-même, mais également à se déterminer soi-même et à disposer de soi, de son esprit comme de son corps, à partir d'une décision absolument souveraine. Et là, c'est important, c'est vraiment la décision qui est souveraine dans la tradition anglo-saxonne. Donc, pour résumer, on pourrait dire que chez Kant, la raison gouverne la décision et la légitime. Et dans la tradition anglo-saxonne, c'est l'individu qui gouverne la décision et c'est sa liberté qui légitime
sa décision. En quelque sorte, si l'autonomie est vraiment une capacité, l'autodétermination serait plutôt un droit, mais les deux se rejoignent. En médecine, le terme autonomie désigne aussi deux notions. La première a trait effectivement au droit des patients, à la liberté de choix dont le patient jouit, qui peut être exprimée par exemple dans les chartes des patients hospitalisés, mais également dans la loi de 2002 dont on célèbre les 20 ans cette année. Et la seconde notion en médecine, c'est la capacité pour un individu d'assurer les actes de la vie quotidienne. Le sujet qui est capable de faire cela est décrit comme autonome, et quand il perd cette capacité, il est dit dépendant. Et cette notion-là renvoie plutôt à la notion d'indépendance finalement. Petite pause d'humour. Le patient est-il dépendant? Est-il autonome? Est-il indépendant? Qu'en pensez-vous? Voilà. On peut passer. Donc, au-delà de ça, ce patient qu'on a vu, on pourrait se dire, oui, il est quand même un peu vulnérable, effectivement. Là encore, je vous propose de prendre l'étymologie du terme pour bien définir ce dont on parle. L'étymologie est latine, du nom commun vulnu, la blessure, le verbe vulnerare et blessé, et l'adjectif vulnerabilis, qui peut être blessé. Dans ce sens, la vulnérabilité traduit la situation de faiblesse à partir de laquelle l'intégrité d'un être risque ou est affectée par ou diminuée ou altérée par une situation donnée. Alors, il y a aussi plusieurs exceptions. Je passe brièvement. Je pense que notre ami juriste reviendra peut-être là-dessus. En tout cas, voilà, dans le domaine du droit pénal, c'est un concept aussi, la vulnérabilité, et qui intervient à deux niveaux. D'abord, comme une circonstance aggravante qui peut alourdir la peine, et d'autre part, c'est également un élément constitutif d'une infraction, notamment en cas d'abus de faiblesse. Et d'ailleurs, le Code pénal va lister 6 états de faiblesse physique ou mentaux qui permettent de caractériser aux yeux de la loi la vulnérabilité, que sont l'âge, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique et la grossesse. Dans le domaine médical, la vulnérabilité correspond au risque de développer ou d'aggraver des incapacités. Ce risque étant lié à son état, son âge, son état physique ou mental, et là on retrouve finalement, on rejoint les 6 concepts du Code pénal. C'est souvent pris pour un synonyme de fragilité en médecine, ce qui n'est pourtant pas tout à fait la même chose. On l'oppose aussi souvent à la robustesse. Mais la fragilité est plus un état dynamique qu'on peut améliorer et qu'on peut stabiliser par des actions ciblées. Et c'est bien là tout ce qui m'occupe moi actuellement en équipe mobile de gériatrie. L'aggravation de la fragilité va risquer de précipiter la personne en dépendance et en perte d'autonomie. Quand on a dit ça, après, c'est vrai qu'autonomie, c'est aussi un concept d'éthique médicale. C'est un des principes majeurs de l'éthique médicale qui permet de reconnaître la valeur de la décision personnelle de l'individu. Ça permet de rééquilibrer la relation patient-soignant, parce que le soignant a davantage de connaissances que le patient sur ce qui lui arrive. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on affirme ce principe fort d'éthique médicale que c'est évident et que ça s'applique tout le temps. Ça suppose de la part des soignants des traits moraux et des qualités qui rendent possible l'exercice par le patient de son autonomie, qui elle-même est souvent compromise par ce que vous rencontrez régulièrement en soins palliatifs, la douleur, la peur, la colère et les autres effets de la maladie. Donc finalement, on peut dire que l'autonomie, c'est une double capacité au sens éthique et médical. C'est d'une part avoir des désirs qui peuvent être contradictoires, hein, c'est des désirs, hein, ce qui va exiger une hiérarchisation de la part du patient et qui va, par cette hiérarchisation, élever certains de ses désirs au rang de valeur. D'autre part, c'est la capacité de traduire dans la parole et dans les actes ses désirs et ses valeurs. Ces deux éléments sont distincts et se complètent. Et ça signifie donc qu'un malade peut être autonome, même s'il n'agit pas par lui-même et qu'il délègue son autonomie à un autre, comme dans notre petite illustration de tout à l'heure. Parce que ce qui est important à vraiment bien considérer, c'est que les handicaps n'affectent pas le premier sens de l'autonomie, qui est d'avoir des désirs et des valeurs. Dans toute situation, tout être humain, même inconscient ou dans le coma, ou dont on ne sait pas ce qu'il peut penser, ou qui a des troubles cognitifs, est toujours en capacité d'avoir des désirs et des valeurs. Et c'est seulement la deuxième
capacité qui est altérée, la capacité à les exprimer par la dépendance. Donc, éthique médicale, bien sûr, et donc on a vu que là, on s'approche un peu de ce qu'on pourrait appeler l'éthique de la vulnérabilité, qui est un concept qui est défendu par Corinne Peluchon, que j'ai déjà cité tout à l'heure, hein, qui donc a ces 4 principes que je pense sont relativement bien connus dès lors qu'on s'intéresse un petit peu à l'éthique médicale. Hein. Donc, le respect de l'autonomie du sujet, capacité à décider, on vient de le définir, de la bienfaisance, c'est-à-dire l'obtention de conséquences favorables, le principe de non-malfaisance, qui serait le primum non nocere d'Hippocrate, au moins ne pas nuire, hein, et l'équité ou la justice, qui garantit que chacun puisse avoir accès aux soins dont il a besoin, à proportion. Donc, à ces 4 principes fondateurs de l'éthique médicale vient s'ajouter cette notion d'éthique de la vulnérabilité. Et quand on applique ce concept à l'homme, ça ajoute la notion d'altérité, qui fait écho à la fragilité du corps, à une certaine forme de responsabilité, donc un peu d'identité également, et d'obligation et de devoir sociétal. Et d'autre part, ça ajoute la notion de considération, c'est-à-dire le respect de l'homme dans son environnement. C'est-à-dire vous avez les concepts et vous avez les situations. Et quand vous réfléchissez en équipe de soins palliatifs, vous prenez, sans même peut-être vous en rendre compte, ces deux notions bien en compte. Voilà, une petite illustration. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'expertise, ce qu'on appelle l'expertise médicale par rapport à la protection juridique. Encore une fois, c'est souvent une expertise, je pense que c'est quand même peut être presque un abus de langage parce qu'on n'est pas vraiment expert au sens, pas de diplôme hein, pour devenir médecin inscrit sur la liste du procureur. La protection juridique nécessite la constitution de ce qu'on appelle une requête, donc une demande hein, de mesures de protection. Et cette requête elle-même va nécessiter une évaluation médicale spécifique. Et l'expertise, en fait, c'est ça, c'est cette évaluation médicale spécifique qui est formalisée par un certificat médical circonstancié, qu'on abrège en CMC. Ce certificat médical circonstancié ou CMC ne peut pas être établi par tous les médecins. Il faut avoir une autorisation pour le faire. Et pour être autorisé à produire ces certificats, il faut demander à être inscrit sur la liste du procureur de la République. Et dès lors que vous êtes inscrit, eh bien, vous êtes habilité à produire ce CMC. Rien dans les textes n'interdit vraiment explicitement le médecin traitant d'un patient de produire ce CMC s'il est inscrit sur la liste du procureur. Pour autant, le code de déontologie médicale nous rappelle que nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Donc, il est d'usage que le médecin traitant ne se saisisse pas de la chose. L'inscription, comme je vous l'ai dit, sur la liste de procureur se fait par simple demande de la part du médecin. Le procureur, on dit son pédigré, évidemment, on dit pourquoi on va être inscrit, et puis le procureur analyse la demande et vous inscrit ensuite s'il estime que votre demande est justifiée et que vous êtes compétent. Alors, le principe de ce certificat médical, pourquoi? C'est parce que l'ouverture d'une mesure de protection juridique est limitée dans la loi à une altération médicalement constatée des facultés personnelles. Et donc, il va falloir constater ça médicalement, d'où la nécessité du certificat. Le médecin inscrit, généralement, ne se saisit pas lui-même. Hein, il peut examiner le sujet à la demande de l'intéressé lui-même, hein, ça arrive, ou de la personne qui va porter la requête suivant le code civil. Alors, c'est le proche, l'allié, la famille, la personne agissant dans l'intérêt. Hein, il y a toute une liste de termes juridiques. Le procureur peut aussi commettre un médecin expert, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour ordonner l'instruction suite par exemple à un signalement pour personne vulnérable. Le juge des tutelles peut aussi être amené à solliciter l'avis du médecin inscrit pour diverses situations. Ensuite, le certificat est remis par le médecin inscrit au demandeur, donc la personne elle-même, la personne qui agit dans son intérêt, le procureur ou le juge des tutelles, mais toujours sous pli cacheté et sur le pli, on précise à l'attention du juge des tutelles ou du procureur. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire dans cet examen médical? L'examen va viser à constater l'altération des facultés du sujet, qu'elles soient mentales ou physiques. Il faut qu'on précise si cette altération entrave l'expression de la volonté. Et il faut qu'on précise également là où les causes de cette altération, il ne s'agit pas de donner des diagnostics précis médicaux au juge ou au procureur, mais d'arriver à qualifier ensuite le caractère temporaire ou définitif de l'altération, évidemment en fonction de l'état des connaissances médicales actuelles.
Ensuite, on décrit les incapacités qui vont résulter de cette altération. Est-ce que la personne peut lire, compter, est-ce qu'elle est orientée, etc. Est-ce qu'elle peut marcher, tout ça. Et il faut qu'on précise encore une fois si cela affecte la faculté du sujet à pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux, c'est-à-dire ses finances, ses biens matériels, ou ses intérêts à caractère personnel, les décisions importantes, les choix de vie, etc. Et il faut également qu'on précise si le sujet est en capacité de rester vivre à son domicile. La deuxième partie du certificat comporte l'avis du médecin inscrit. Est-ce qu'à l'issue de notre examen, on estime que la personne nécessite une mesure de protection? Et si oui, de quelle nature? Et là, il y a différents types de mesures qui vont de la curatelle simple, qui est juste une simple assistance. La personne gère ses affaires, mais le curateur est là pour l'assister et contrôler qu'il fait bien. L'assistance et l'intervention dans la gestion financière et administrative, ça c'est la curatelle renforcée. Là, la personne ne perçoit pas elle-même ses revenus, mais c'est le curateur qui les administre. Et si le sujet est hors d'état d'agir par lui-même, il doit être représenté, alors c'est une tutelle. Et là, encore une fois, il faut repréciser si, à notre avis, la mesure doit porter sur les intérêts patrimoniaux et ou personnels dans le cadre d'une assistance ou d'une représentation. Il faut ensuite qu'on donne notre avis pour savoir si on peut confier l'exercice de cette mesure à quelqu'un de l'entourage. Et là, on a souvent besoin d'avoir un peu d'expertise sociale pour connaître un petit peu le contexte dans lequel la personne vit. Mais dans tous les cas, on va aussi consigner l'avis de la personne. On va lui demander, est-ce que vous voulez que ce soit quelqu'un de votre entourage? Et ce n'est pas forcément ce que nous semblerait nous pertinent, mais on le consigne malgré tout, puisqu'il ne s'agit pas de décider à la place de la personne, mais de la faire représenter ou d'agir dans son, enfin de la protéger. Et son avis doit toujours être pris en compte. La mesure est prononcée pour une durée habituellement de 5 ans. On peut aller jusqu'à 10 ans si on le motive, si on pense qu'il faut plus que 5 ans. La troisième partie du certificat médical circonstancié comprend l'avis du médecin sur la faisabilité de l'audition. C'est une décision de justice, donc il y a une audition des parties, de l'intéressé, de la personne à qui va bénéficier la mesure, mais aussi de la personne qui la demande. Alors, elle n'est pas toujours faisable et on doit préciser si ça peut être déconseillé parce que risquant de porter atteinte à l'intégrité de la personne. Quelqu'un qui peut parler mais qui a des troubles cognitifs, qui ne va pas comprendre et que ça va perturber fortement, on le précise à ce moment-là. Ou alors on dit aussi, est-ce que c'est carrément impossible? Si la personne est dans le coma, on ne peut pas, l'audition n'a pas de sens puisque la personne ne peut pas s'exprimer. Enfin, on donne notre avis pour savoir si la personne peut se rendre au tribunal pour être auditionnée ou si c'est le juge qui doit se déplacer et à ce moment-là, on motive pourquoi. On porte aussi à l'attention du juge des précautions particulières éventuelles. Là, généralement, je mets si la personne est malentendante, si la personne parle exclusivement une langue étrangère, ce genre de choses. Et ensuite, il y a un petit paragraphe où on peut porter à connaissance du juge des éléments qui vont nous paraître importants à prendre en considération. Moi, c'est généralement là que je mets si je pense qu'une sauvegarde de justice peut être nécessaire à prononcer en attendant le jugement définitif. Donc, évidemment, on ne peut pas rencontrer les gens s'ils ne sont pas d'accord. Ça reste un examen médical. Tout examen médical ne se fait qu'avec l'accord de la personne qui en bénéficie. Ce n'est pas toujours le cas, les gens ne sont pas toujours d'accord. Moi, quand je suis à l'hôpital, je vais voir les gens dans leur chambre, ils n'ont pas trop le choix. Je viens. Hein. Je leur demande quand même s'ils sont d'accord de me recevoir en leur expliquant pourquoi je viens. Certains me disent non. Bon, ben, j'aurai quand même un examen, puisque bien souvent, même s'ils ne veulent pas que je fasse l'examen, ils répondent quand même à des questions. Mais je le précise, la personne n'a pas voulu me rencontrer. Si c'est des consultations, il faut que la personne vienne en consultation. Des fois, ils ne veulent pas venir. Ça m'est déjà aussi arrivé d'être à domicile et de trouver porte close. Donc, dans ces cas-là, la loi prévoit qu'effectivement, on peut être dans l'impossibilité de réaliser l'examen. Et donc, on va rechercher les informations auprès du médecin traitant. Donc, on va également, du coup, recueillir l'avis concernant cette mesure de protection. Et dans ce cadre-là, on dit que le médecin traitant est délié du secret médical vis-à-vis du médecin inscrit qui le sollicite dans ce cadre. On peut aussi recueillir des informations auprès de spécialistes quand c'est indiqué. Et donc, on reste dans tous les cas tenu de rédiger un rapport et de donner un avis sur l'altération éventuelle des facultés de l'intéressé et leur impact sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais on ne se basera alors uniquement sur la base des informations médicales qu'on aura recueillies.
Donc, ce certificat, certes, c'est un examen médical, mais ce n'est pas une consultation médicale. C'est un certificat. Comme tout certificat, il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie. Donc, ça demeure à la charge de la personne protégée. Ce n'est pas anodin, puisque, maintenant, depuis 2008, il y a un tarif unique national qui est de 160 €, mais ça reste quand même un coût conséquent. Là-dessus, vous pourrez ajouter des frais de déplacement éventuellement, puis c'est hors taxe. Donc, si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical, alors il est prévu que le procureur de la République ou le juge peuvent le requérir et qu'alors ce soit pris en charge par le Trésor public au titre des frais et dépens de justice. Après, c'est la théorie. En pratique, je n'ai jamais vu que c'était activé et bien souvent, ça se termine, enfin, pour ma part, en un acte gratuit. Donc, le certificat médical circonstancié, il n'est pas nécessaire dans toutes les affaires de mesure de protection. Il n'est nécessaire que pour les hypothèses d'ouverture de la mesure ou s'il faut la renforcer. Par exemple, passer d'une curadelle simple à renforcer ou tutelle. Dans les autres cas, et dès lors que l'audition de l'intéressé est possible, le juge peut se contenter d'un certificat médical établi par tout médecin, ce qui fait que donc tout médecin peut être sollicité pour établir ce type de certificat en vue de renouvellement, d'allègement ou de levée de la mesure de protection juridique. Et à ce compte-là, ce sera le coût d'une consultation. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de sauvegarde de justice et je voulais faire un petit focus sur la sauvegarde médicale. Ce qui m'a permis, cette présentation m'a permis de creuser un peu le concept que je connaissais, mais qu'on applique rarement et qui est souvent méconnu. On l'assimile souvent par erreur à la sauvegarde de justice judiciaire. Donc, judiciaire, c'est qui est ordonné par le juge des tutelles. Or, la sauvegarde médicale, ça ne passe absolument pas devant le juge des tutelles. Ça permet à un médecin en fait, de mettre sous protection un patient dont il constate l'altération des facultés. Donc, comme je dis, ça permet, c'est une simple déclaration. Si on constate que le patient nécessite une mesure de protection, ça évite toujours quand même avoir cette altération des facultés personnelles. Évidemment, ça ne permet pas au médecin de décider à la place, ça c'est évident. Et ça a les mêmes effets que la sauvegarde de justice judiciaire décidée par le juge, que je vous expliquerai après. Donc, la déclaration se fait au procureur de la République. Deux cas de figure, le patient est à domicile, le patient est hospitalisé. Quand le patient est à domicile, le médecin qui est en charge du suivi, que ce soit le spécialiste ou que ce soit le médecin traitant, fait cette déclaration, mais doit la sortir d'un avis conforme d'un médecin psychiatre. Quand c'est un patient qui est hospitalisé, donc là on entend établissement de santé, établissement des armées, établissements sociaux, médico-sociaux, et pas uniquement les établissements psychiatriques, comme on peut des fois le voir parce que c'est issu de la réglementation sur les soins des personnes ayant des troubles psychiatriques. Donc dans ce cadre-là, seul l'avis du médecin d'établissement qui est en charge le patient est nécessaire et sa seule déclaration suffit. Et il y a une petite subtilité dans le texte de loi, c'est que pour le médecin en ville, il peut faire la déclaration. Le texte dit que pour le médecin en établissement, il est tenu de faire la déclaration. Alors, ce n'est pas directement non plus une obligation, mais en tout cas pas légal. On est tenu, on n'est pas obligé, on est juste tenu de le faire. C'est attendu que déontologiquement, moralement, ce que vous voulez, on le fasse. Pour autant, je ne suis pas sûre qu'à Haguenau, par exemple, ça a été jamais fait. Ensuite, une fois que le procureur reçoit les documents et qu'il constate que c'est conforme, il inscrit, il inscrit la sauvegarde sur un répertoire qu'on peut consulter. Donc, les effets de la sauvegarde de justice, il y a des effets qui sont inhérents à la sauvegarde et c'est ceux-là qu'on va retrouver dans la sauvegarde médicale. La capacité juridique de la personne est globalement conservée, sauf sur certains points. Au niveau des droits civils, il est interdit de divorcer par consentement mutuel quand on est sous sauvegarde. Pour les droits patrimoniaux, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, c'est au niveau du logement. Il y a une subtilité pour pouvoir disposer de son logement, sa vente ou la rupture d'un bail locatif, par exemple. Il va falloir solliciter l'autorisation du juge des tutelles. Pour les droits civiques, on ne peut pas être jury de cour d'assises. Voilà. Pour la petite histoire, on peut toujours voter. Il n'y a pas très longtemps, le droit de vote est devenu inaliénable.
C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient placées sous régime de protection, à qui on avait retiré le droit de vote, se sont vues rétablir et on ne peut plus l'enlever. Le droit à la personne, bon, bah, là, ça peut être bien de le savoir quand même, hein, interdiction pour les recherches médicales ou les prélèvements d'organes en vue de don, et y compris les dons de sang. Pour la responsabilité pénale, c'est globalement le droit commun qui s'applique avec des petites nuances du fait de la mise sous sauvegarde qui tient compte à la fois de la vulnérabilité quand la personne commet une infraction ou quand elle en est victime. Alors, dans le cas de la sauvegarde judiciaire prononcée par le juge a la possibilité, en plus de la sauvegarde, de nommer ce qu'on appelle un mandataire spécial ou plusieurs, dont la mission sera d'accomplir des actes précis de représentation ou d'assistance que la protection de la personne rendrait nécessaire. Et donc, ça veut dire que s'il y a un mandataire spécial, la personne sous sauvegarde peut conserver le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile dans la limite des restrictions qui lui sont posées et dans la limite de ce qui a été confié au mandataire. Et ça permet, en fait, l'intérêt majeur de la sauvegarde, ça permet de corriger ou annuler des actes qui porteraient atteinte à l'intégrité de la personne. Ça permet de faire une action rétroactive. Elle peut être renouvelée une fois par année supplémentaire, enfin une fois pour une année supplémentaire seulement. Mais pour ce renouvellement, alors, il faut que le juge des tutelles soit saisi, soit par le procureur, soit par le médecin qui avait fait la demande. Pour l'enlever, le médecin qui fait la demande peut dire c'est bon. Par exemple, quelqu'un qui avait fait un traumatisme crânien, qui était dans une situation d'inconscience, et puis on ne savait pas comment ça allait évoluer, il a une entreprise, il faut faire quelque chose. Il faut protéger ses biens parce qu'il y a des gens qui veulent le dépouiller. On déclare la sauvegarde médicale et il se réveille, il va bien récupérer toutes ses fonctions, on déclare qu'il a récupéré. Je vous propose peut-être plutôt de garder vos questions de côté et on fera plutôt les questions à la fin parce que sinon je pense qu'on va prendre trop de temps sur les interventions d'après, voire déflorer les sujets d'après. Donc, je propose de donner la parole à Olivier Dupuis, donc, qui est juriste en direct du Sud-Ouest. Merci pour cette introduction. Vous m'entendez bien, ça va? Oui. Très bien. Alors, en direct de Entrepôt et Bordeaux, voilà, donc en direct du Sud. Alors, effectivement, je ne vais pas revenir évidemment sur les points qui ont été très bien développés par Mme Lorenz. Et donc, effectivement, finalement, nos interventions vont se compléter puisque ce que je vais développer, même si effectivement, Mme Lorenz, vous avez abordé les choses aussi sur le plan juridique, je vais plutôt me du côté et finalement de façon très opérationnelle. Je ne vous cache pas que c'est un sujet moi, qui m'a même touché à titre personnel et pour lequel il me semble qu'il est très important de bénéficier de repères très concrets par rapport à l'aspect juridique du consentement dans des situations de vulnérabilité. Alors bon, je ne vais pas me présenter très longuement, vous avez donc compris que je suis bordelais, mais voilà, donc juste pour me présenter très rapidement, donc je suis collaborateur, voilà, j'interviens régulièrement auprès des étudiants au S1, S4, donc à l'IFSI du groupe hospitalier Saint-Vincent. Et c'est pour ça que voilà, je viens à Strasbourg et j'interviens régulièrement, et donc d'ailleurs avec la confiance de l'établissement. Et puis bon, voilà, aussi j'interviens en tant que formateur et organisme de formation dans différents hôpitaux publics, privés, voilà, donc je suis très investi dans le secteur sanitaire, puisque effectivement je sillonne un peu la France, d'où ma présence à Pau aujourd'hui, pour intervenir dans le champ justement de la vulnérabilité. C'est vraiment un sujet qui est important parce que j'interviens à la fois pour des questions somatiques, mais aussi psychiatriques. Vous voyez, pour tout vous dire, étant à Pau actuellement, à l'hôpital, à l'établissement de santé mentale, Valois, sur les questions évidemment de privation de droits, d'exercice des libertés individuelles. Voilà, après, donc, je disais que j'étais aussi à quelques études à Bordeaux, à Strasbourg, à Montpellier, ainsi qu'en fac de médecine. Voilà. Bon, après, c'est pas l'important, c'est que vous repériez un petit peu mon profil. Sur le plan voilà, de développement que je voudrais proposer pour être assez concis, mais aussi assez précis, il me semble que quand on parle de vulnérabilité du consentement aux soins, dans le cadre, effectivement, mais pas seulement, donc de soins palliatifs, il est tout à fait important de différencier, ce que d'ailleurs le Code de la santé publique différencie assez bien, la personne majeure qui n'est pas protégée, dont Mme Lorenz a parlé finalement, ces mesures de protection qui peuvent affecter
les personnes, dont je parlerai finalement dans un deuxième temps. Et c'est là où il me semble qu'on se complète bien, puisque je vais aborder un point que vous n'avez pas développé, puisque effectivement l'objet de votre intervention, c'était plutôt effectivement de voir dans quel cadre vous intervenez en tant que médecin inscrit sur la liste du procureur. Donc, j'ai plutôt abordé les choses sur le terrain, tout simplement de qui consent, qui va pouvoir exprimer sa volonté dans des contextes évidemment qui sont des contextes de vulnérabilité qui nécessitent évidemment une évaluation médicale, mais dans un premier temps d'une personne majeure, c'est le sujet d'aujourd'hui, hein, même si on travaille aussi sur la brûlante question parfois des mineurs, hein, qui est aussi importante, personne majeure non protégée, donc qui ne fait pas l'objet de mesures de protection, et qui n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. Et puis par la suite, nous aborderons la question des personnes majeures protégées. Je reviendrai aussi d'ailleurs sur voilà, des points finalement qui sont développés récemment dans le Code de la santé publique et qui impactent d'ailleurs les questions de soins palliatifs, de production d'éléments de consentement. Je pense en particulier à la formulation des directives anticipées, que j'aborderai finalement très succinctement sur la question effectivement des majeurs protégés. Voilà, donc sur la première question, donc premier point, en fait, si nous sommes en présence d'une personne majeure, j'oserais dire comme vous et moi, qui n'est pas protégée, il y a vraiment une difficulté que moi j'ai à nouveau perçue en janvier 2021 lors de la vaccination, vous savez, contre le SARS-CoV-2, par rapport au fait parfois de la difficulté qu'ont les professionnels, y compris les professionnels de santé, à bien repérer les règles en présence lorsque nous avons une personne majeure qui n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté. Alors, c'est la formule qui est retenue par le législateur. Et à partir de là, vous voyez bien qu'il y a un prérequis, car finalement, et j'ai fait un petit récap par la suite que je vous montrerai, qu'on analysera ensemble, c'est le fait que vous voyez que dans mon petit logigramme, diapo, vous avez d'un côté, en fait, une sorte finalement de blanc ou noir, hein, où d'un côté, un patient peut être en capacité d'exprimer sa volonté, ou hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc, ce qui est très important, c'est de repérer que le droit ne s'immisce pas dans une dimension qui n'est pas de l'ordre du juridique, hein, ce qui veut dire que le droit ne régit pas tout, c'est l'appréciation de la capacité de la personne à exprimer sa volonté, ou plus exactement, l'évaluation qui permet de conclure, c'est une conclusion qui n'est pas forcément simple, parce que la personne n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. Ce que l'on peut finalement critiquer un petit peu, mais il faut comprendre aussi le législateur, c'est le fait que c'est quand même assez binaire, c'est-à-dire soit est capable ou n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. Et pour travailler régulièrement dans le champ de la perte d'autonomie, auprès des dispositifs d'accompagnement et de coordination des personnes âgées en perte d'autonomie, par exemple, on voit que finalement, ce n'est pas si simple que ça, puisque c'est évolutif et que finalement, l'évaluation... voilà. Donc, du coup, il y a un travail effectivement en amont de ce qui caractérise en fait le cadre légal, c'est le fait de savoir si on peut aujourd'hui considérer que la personne est encore ou pas en capacité d'exprimer sa volonté. À ce sujet, je crois qu'il est très important d'ailleurs de considérer que l'on va partir d'une présomption de capacité du majeur, ce qui veut donc dire que le doute doit toujours bénéficier en fait à la personne majeure, ce qui veut dire qu'il faut donc absolument motiver de façon détaillée, de façon circonstancielle, hein, comme vous l'avez rappelé, lorsque la personne effectivement n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. C'est d'une certaine manière ce qui est réalisé justement par le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, comme vous l'avez expliqué, Mme Laurence, quand on se positionne en termes de certificat médical pour voilà, attester d'une réalité qui est, comme vous l'avez dit, hein, qui n'est pas une expertise, mais qui est un constat médical. Donc la différence est très bien et très clairement évoquée. Alors, si on prend, finalement, je vais avant tout vous donner quelques textes. Alors, vous voyez, j'essaie que ça soit le plus pédagogique possible, hein, parce que, voilà, après, j'espère que ça ne sera pas trop fouillis. Mais première hypothèse, nous avons une personne majeure qui n'est pas protégée et qui n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Bien entendu, vous évoquiez tout à l'heure la loi Kouchner, 4 mars 2002. C'est invariant d'ailleurs depuis, hein, il est très clair que le patient, et c'est d'ailleurs une logique qui est invariante, quelles que soient les lois, c'est le fait qu'un patient doit être acteur de sa prise en charge lorsqu'il le peut. Et effectivement, depuis 2002, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection, si elles sont encore en capacité d'exprimer sa volonté, le protecteur ne peut pas effectivement substituer sa propre volonté à celle de la personne. Nous y reviendrons sur la deuxième partie. Lorsque la personne majeure n'est pas protégée et n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, finalement, en droit, on sait gérer. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, finalement, le plus compliqué, c'est probablement l'évaluation médicale dans laquelle, évidemment, je n'ai aucune légitimité, aucune compétence pour pouvoir effectivement apprécier. Après, on a des travaux qui existent. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la psychiatrie, donc hors des soins palliatifs. Nous avons des travaux de la HAS, par exemple, la Haute Autorité de Santé, pour aider les professionnels à repérer
voilà, des critères ou des éléments qui permettent de caractériser donc la capacité de la personne à exprimer sa volonté. Je retiens comme ça, par exemple, la capacité d'une personne à maintenir sa décision dans le temps, comme étant quelque chose qui peut caractériser. Mais, vous voyez, je m'arrête là parce que je ne suis pas légitime, et d'où l'intérêt d'avoir une approche pluridisciplinaire, effectivement, comme vous l'avez proposé ce soir. Finalement, je vous disais que la loi évolue, et finalement, je ne reste pas bloqué à 2002. Et donc, en 2016, la loi Leonetti-Claes, que vous connaissez finalement dans le champ des soins palliatifs, je me permets de cette loi du 2 février 2016, donc qui finalement a trait aux droits des patients et des patients en fin de vie, acte d'ailleurs pas que la fin de vie, hein, une forme qui est, vous le savez, hein, dans le cadre aussi de faits comme de situations de Vincent Lambert, qui a largement inspiré d'ailleurs de l'évolution de la loi à l'initiative du législateur. Je constate aujourd'hui, alors vous voyez, là j'ai fait un tableau comparatif avec un code couleur. Si vous observez la colonne verte, c'est-à-dire celle qui correspond au droit en vigueur, hein, et cela depuis la loi du 2 février 2016, quand je vous dis que sur le plan juridique, on sait gérer, il est bien noté que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Donc cet article L 106, finalement, a pour objet de traiter de la personne de confiance et de la désignation de la personne de confiance, mais vous allez voir qu'il correspond aussi à une indication tout simplement des attributions de cette personne de confiance. Et donc, vous voyez que j'ai souligné un point important. Je vais d'ailleurs centrer mon propos sur cela. La personne de confiance, lorsqu'elle est désignée, rend compte de la volonté de la personne. D'ailleurs, je me permets d'indiquer aussi qu'elle est chargée effectivement d'être consultée, en fait, finalement. Vous voyez, le texte commence par qui sera consultée au cas où elle-même serait en état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Vous voyez que finalement, ce que je n'ai pas souligné est ce qui était déjà en vigueur depuis la loi Kouchner de 2002. Finalement, je vais être un petit peu critique. La loi de 2002, et je l'ai vu sur le terrain, a nuit, enfin en tout cas, n'était pas forcément bien comprise par les professionnels, du fait, je pense, de l'ambiguïté sémantique du législateur, puisque finalement, être consulté, ça veut dire exprimer son avis. Autrement dit, ça peut être perçu comme une personne de confiance qui se substitue à la personne pour exprimer sa propre volonté. Du reste, parfois, je constate que les soignants, dans l'explication de à quoi sert une personne de confiance quand ils présentent le dispositif aux patients, par exemple hospitalisés, indiquent parfois, encore aujourd'hui, parfois par méconnaissance du cadre légal, c'est une personne qui décide à votre place, alors ce qui est encore plus faux parce que la décision est médicale, mais qui va consentir au lieu et place de la personne, ce qui peut d'ailleurs créer un doute, une inquiétude pour la personne. C'est la raison pour laquelle, en 2016, il a été rajouté, elle rend compte de la volonté de la personne. Donc, il y a bien l'idée que la personne de confiance est chargée non pas de substituer sa propre volonté, mais finalement de témoigner de la volonté. Donc, autrement dit, ça présuppose que la personne de confiance soit une personne qui, lorsqu'elle a été désignée, ait une discussion et pu percevoir finalement ce qui était la volonté de la personne. Par ailleurs, et ça c'est un point en fait de clarification, un point nouveau en 2016, c'est l'idée que son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Alors on aurait pu être plus explicite dans la loi, mais il s'agit bien des témoignages de la famille ou des proches. Autrement dit, on voit bien qu'il y a une hiérarchie au sein de l'entourage qui a été introduite, qui fait la personne de confiance comme le témoin privilégié, préférentiel finalement de la personne dans sa capacité à exprimer ce qui aurait été la volonté de la personne. Évidemment, nous partons d'un présupposé ici que la personne majeure n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, élément, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui doit être évalué sur le plan médical. Alors ça, vous voyez, je suis parti du postulat ici que la personne a désigné une personne de confiance. Nous pouvons avoir, par exemple, lors d'une hospitalisation, même au domicile, des personnes qui n'ont pas été amenées à désigner une personne de confiance. Je me permets de vous rappeler d'ailleurs que depuis la loi de 2016, nous avons, même 2015, puisque effectivement il y a une loi d'adaptation de la société au vieillissement qui permet, en fait, qui prévoit une obligation à la fois pour les médecins traitants et pour les services et effectivement établissements sociaux et médico-sociaux de proposer aussi de désigner une personne de confiance. Ce qui veut donc dire finalement que la personne de confiance, contrairement à 2002, est vraiment s'inscrit dans le parcours de la personne. Mais souvenons-nous, dans l'affaire Lambert, Vincent Lambert n'avait pas eu l'occasion, en tout cas, de désigner une personne de confiance. Et comme vous le savez d'ailleurs, il était infirmier. Donc vous voyez comme quoi, effectivement, c'est pas une automaticité. Donc nous avons effectivement ici une personne qui est amenée à témoigner. Je rappelle donc que le témoignage ne vaut pas consentement ou refus de soins de la part du témoin. C'est uniquement un rôle d'éclairage du médecin. Dit autrement, un médecin pourrait très bien
ne pas tenir compte de l'expression de la volonté de la personne de confiance, enfin du patient par le biais de la personne de confiance. Je dirais en particulier lorsqu'il peut avoir un doute du fait que à la fois l'indication ne va pas dans l'intérêt du patient, concept de bienveillance que vous évoquiez tout à l'heure, mais aussi effectivement peut-être lorsque en tout cas il estime en conscience que la décision médicale ne doit pas être en tout cas aller dans le sens indiqué ici. Donc la décision reste finalement médicale. Bien entendu, lorsque nous n'avons pas de personnes de confiance, qui est un cas général, et c'est là où finalement, moi, ça m'a beaucoup interrogé. Dans le débat, je vous le disais tout à l'heure, notamment pour les personnes âgées, lorsqu'il y a eu les personnes qui ont été vaccinées en première intention, donc en janvier 2021, et souvent, je me souviens des interrogations qui ont été posées. Comment on gère le cas d'une personne qui est hors d'état d'exprimer sa volonté et qui n'est pas en mesure, finalement, qui n'a pas désigné une personne de confiance? Je me en dessous dans le deuxième article. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je vois que ma connexion est instable. Donc n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez plus. On t'a perdu 2 minutes, 2 secondes, Olivier. D'accord, donc je reprends. Bonjour Marie, je vois que… Salut. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, bien sûr, quand on n'a pas le temps de les mobiliser, sans que la personne de confiance ou la famille, donc on l'a dit, ou à défaut un de ses proches ait été consulté. Donc si nous partons du postulat qu'il n'y a pas de personne de confiance, vous voyez ici que les personnes identifiées au sein de l'entourage en fait, de la personne, autant que possible, sont consultées. Mais je précise encore une fois que la consultation consiste à rechercher ce qui aurait été la volonté de la personne et non pas, vous l'avez compris, de substituer sa propre volonté à celle de la personne qui n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté. Vous voyez que finalement, et c'est là où il y a un biais réel, puisque je constate sur le terrain qu'il est assez fréquent de voir des professionnels de santé, parfois pour lesquels la famille, les proches, expriment leur propre volonté sur ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas. Moi, ce qui me pose aussi une difficulté, ça veut dire aussi la capacité du corps médical, des professionnels de santé à bien maîtriser les dispositions que je suis en train d'évoquer pour justement pouvoir rappeler quelle est la place donc de la famille ou des proches dans le processus décisionnel. Et là où la place n'est pas, la place ne consiste pas à faire de la famille ou des proches des décideurs. La décision reste médicale. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi un phénomène de glissement de la prise de responsabilité de la décision du médecin vers la famille. Je ne dis pas que c'est effectivement quelque chose qui est permanent, mais qui peut très bien être alimenté par la méconnaissance du cadre légal. Je peux vous dire que j'ai eu déjà des cas pour lesquels des médecins m'ont sollicité par rapport à des postes de pacemaker, par exemple, où la famille était très opposante et finalement, par rapport à évidemment l'incapacité de la personne à exprimer sa volonté, eh bien, le médecin, une fois qu'il a été éclairé, a pu considérer en conscience quelle était la bonne décision médicale. Finalement, peut-être la seule obligation qui était la sienne au départ était celle de consulter la famille ou les proches, tout en prenant du recul par rapport à ce qui était dit. Voilà. Donc j'espère que je suis assez clair dans mon propos. Mais voilà comment, sur le plan sanitaire, on a effectivement une sorte de démarche qui vise à s'éclairer par rapport à ce qui aurait été la volonté d'une personne qui n'est plus en capacité de s'exprimer. Ce qui donne en fait, alors je mettrai à votre disposition évidemment le diaporama, mais donc ce qui donne un petit peu un résumé dans ici le logigramme que je vous propose. Et là, vous voyez bien que ce que j'ai développé correspond à la zone rouge, finalement, où la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté. Vous retrouvez bien l'idée que si une personne de confiance a été désignée, elle doit être sollicitée prioritairement pour rendre compte de la volonté du patient et à titre subsidiaire, s'il n'y en a pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, solliciter la famille ou les proches, mais il faudra toujours considérer qu'il y a un rôle prioritaire dans cette expression de la volonté de la personne. Ce qui veut donc dire que si la personne n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté, on fera appel effectivement à la famille ou les proches. Là encore, alors je me permets d'être critique aussi par rapport au cadre légal que j'applique au quotidien et je me rends compte de sa faiblesse. La loi Leonetti-Claes en 2016 n'a pas toiletté le texte que je vous montrais, l'article L1104, ce qui est une lacune parce que finalement il s'emboîte assez mal avec le texte plus récent de l'article L1106, puisque vous voyez bien que dans l'article L1104, il n'y a pas d'idée de priorité de façon claire. Il aurait fallu marquer pour ça sans que la personne de confiance ou à défaut la famille ou les proches. Donc je pense que là, aujourd'hui, il y aurait une nécessité de toiletter ce texte-là pour justement qu'il soit parfaitement au point par rapport effectivement au cadre légal, qui est une vraie cohérence de texte. C'est un oubli, sans aucun doute. Je me permets de vous dire, avec l'âge qui avance et l'expérience professionnelle, qu'il arrive que le législateur oublie encore quelques dispositions dans le toilettage en fait nécessaire par rapport à une réforme qui a été voulue.
bien, au regard de ce que j'ai pu voir, je ne vais peut-être pas insister sur l'aspect personne en capacité d'exprimer sa volonté, puisque nous avons vu que finalement, le recueil obligatoire du consentement est la norme. Simplement, je préciserai à ce sujet que le consentement écrit, alors ça, c'est aussi un point qui me paraît essentiel, puisqu'il y a vraiment quand même des dérives sur le terrain, du tout écrit signé par des personnes en capacité d'exprimer leur volonté, alors que finalement, peu de textes expriment cette obligation. On parlait tout à l'heure d'intégration dans nos protocoles de recherche, d'inclusion, pardon, dans un protocole de recherche où effectivement le consentement écrit est requis, mais finalement, de façon générale, il est oral et il est consigné dans le dossier. Ce qui est très important d'ailleurs, c'est quand on fait face à une personne qui est capable d'exprimer sa volonté suite à cette évaluation médicale et que finalement elle refuse, avec une décision qui peut être très grave pour elle, c'est-à-dire qui peut conduire au décès, là on est vraiment dans notre sujet, et c'est là où je constate sur le terrain que ce n'est pas toujours fait, c'est-à-dire que sur le plan légal, nous avons l'obligation alors de laisser un délai de réflexion, dit délai raisonnable, qui n'est donc pas fixé par la loi parce que ce serait évidemment réducteur, pour que le patient confirme au terme de ce délai qui lui est laissé sa décision de refus, ou bien peut-être, suite à l'éclairage du rapport bénéfice-risque de son choix de ne pas suivre ou de ne pas poursuivre un traitement, à ce moment-là, d'inscrire la procédure suivie qui est dans le dossier médical. Finalement, lorsqu'il y a des litiges et lorsqu'il y a effectivement, on peut reprocher à un médecin, par exemple, de ne pas avoir respecté, en tout cas, avoir respecté le refus, bien sûr, mais finalement, ce n'est pas tellement le fait de faire signer le patient qui importe sur le plan médico-légal, c'est le fait d'avoir tracé le cheminement qui a été suivi pour conclure finalement que le patient a bien maintenu son refus. J'ai encore un peu de temps, je pense. Je pense que comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais peut-être être plus rapide. Vous me dites combien il me reste. 5 minutes. D'accord. J'ai cru que tout le monde s'était endormi. Non, on est là. Voilà. Très bien. Voilà, je teste au cas où. Marie saura que des fois, quand j'ai des yeux en face, là, du coup, je n'ai pas de visuel. Donc, du coup, c'est... Alors là, j'ai fait un tableau. Mais finalement, je pense que par rapport à ce que vous avez dit, Madame Laurens, je vais éviter d'être tout à fait redondant. Là encore, je mettrai à votre disposition. Je vais simplement peut-être directement indiquer finalement un point qui me paraît essentiel. Alors peut-être on va arriver là. Peut-être juste un mot par rapport à ce tableau quand même. Alors on va sur la tutelle. Alors vous êtes centré tout à l'heure sur les démarches, vous avez raison d'ailleurs, de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice. Je vais prendre appui d'ailleurs sur votre propos pour rappeler d'abord que de façon très en termes de définition, vous l'avez très bien dit, donc pour moi, je ne veux pas qu'il y ait de redite. La tutelle est une mesure de représentation. La curatelle est une mesure d'assistance ou de contrôle, comme vous l'avez très bien dit, qu'elle soit simple ou renforcée d'ailleurs, avec la nuance, avec la curatelle, qui est finalement centrée sur les revenus, sur le règlement des dépenses, autrement dit les actes d'administration patrimoniale, mais finalement, on va voir que ça n'impacte pas cette différenciation entre simple et renforcée sur justement les soins, qui est donc l'objet de mon propos. Je reviendrai d'ailleurs, c'est ce que dans la préparation on avait vu pour préparer mon intervention, un mot sur quand même des mesures que vous n'avez pas citées, je peux le comprendre, l'habilitation familiale et le mandat de protection future, qui sont des mesures qui finalement sont peu connues, même si l'habilitation familiale se déploie, notamment dans le contexte des personnes âgées. Donc en tout cas, je note que la sauvegarde de justice, vous l'avez dit tout à l'heure, peut être une mesure de représentation, selon en fait ce que le juge des tutelles a désigné, puisque vous l'avez rappelé, un juge des tutelles doit désigner un protecteur, appelé mandataire spécial, pour pouvoir attribuer, et donc finalement, selon un jeu de vase communicant, la personne ne peut plus faire les actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné. Ce qui n'est pas possible en fait dans une sauvegarde médicale, pour la raison que vous avez indiquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision de justice. Or, ça veut donc dire que s'il n'y a pas de décision de justice, il ne peut pas y avoir un retrait de la capacité d'une personne à exécuter ses droits elle-même. C'est la raison pour laquelle, effectivement, lorsqu'une personne est en sauvegarde de justice par déclaration médicale, il n'y aura pas effectivement ce mécanisme de jeu qui consiste à confier en fait au mandataire spécial cela. Mais finalement, donc, quand il y a un mandataire spécial, on peut être face à une situation de représentation de la personne. Tout dépend de ce que le juge a décidé. De la même manière, cette nouvelle mesure, alors je ne sais pas si tout le monde connaît, l'habilitation familiale qui a été créée en 2015, qui est peut-être aujourd'hui, et cela depuis 2019, une mesure de représentation d'une assistance ou de passer des actes au nom de la personne. Vous comprenez donc que cette nouvelle mesure de protection
finalement, elle peut être soit une mesure qui ressemble, excusez-moi d'être un peu imprécis, à la tutelle, au titre d'une représentation, ou au contraire, une mesure qui est plutôt une mesure qui ressemble à la curatelle. Très clairement, les pouvoirs publics veulent favoriser une mesure de protection assurée par la famille au nom de la solidarité familiale et réduire évidemment la charge de mesures qui portent sur, qui sont assurées par des organismes dont la question évidemment est financière. Puisque ça veut dire que si la personne n'est pas en mesure de financer sa mesure de protection, c'est donc l'État qui financera effectivement la mesure de protection. Tout ça se fait sur la base de barèmes dont les assistantes sociales peut-être évoqueront sous condition de ressources. Par rapport à mon propos, donc finalement, je constate que la mesure de protection, lorsqu'elle a un représentant légal, je vais introduire d'ailleurs ce que je vais vous évoquer après, il y a donc effectivement, donc vous voyez, j'ai retenu en rouge tutelle, habilitation familiale et sauvegarde de justice. J'ai donc très clairement mis de côté la notion de curatelle, puisque ce n'est pas une mesure, comme on l'a rappelé tout à l'heure, avec représentant légal. Or, la mesure de protection, finalement, il y a 3 grands scénarios ou scénarios qui sont possibles. Soit, c'est souvent le cas dans le contexte de personnes âgées en perte d'autonomie, d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Mme Lorenz, c'est le fait de dire, finalement, la personne n'est plus en mesure d'effectuer des actes de la vie civile, auquel cas, effectivement, dans le cas du certificat médical, qui va éclairer un magistrat qui n'est pas compétent sur le plan médical, et qui donc effectivement va être éclairé par le certificat médical et l'avis médical donné au travers du certificat médical, eh bien effectivement, je pourrais être amené, si le juge pourra décider, d'ouvrir en fait une mesure de protection avec finalement une charge de représentation qui portera, d'où l'accolade, sur l'ensemble des actes de la vie civile pour lesquels la loi le permet. Et dedans, on aura effectivement le consentement aux soins, donc c'est-à-dire cet aspect médical, voilà, et d'autres choses comme par exemple le droit à l'image. Ce qui veut donc dire que 2 autres scénarios sont possibles. Soit le juge va, éclairé par le médecin inscrit sur les listes du procureur, limiter à la gestion patrimoniale, j'allais dire, l'accès aux comptes, etc., auquel cas le représentant est limité à cela. Tout cela dépend aussi du niveau en fait, de capacité d'expression de la personne, évaluée médicalement, ou bien effectivement limité aux décisions personnelles. Ce qui veut donc dire aussi qu'on peut avoir aussi 2 représentants légaux, l'un sur le patrimoine et l'autre sur les décisions personnelles. Nous pouvons avoir d'ailleurs des co-tuteurs aussi, par exemple, ou des co-habilités familiaux, par exemple, aussi. Là, j'introduis en fait, alors évidemment, quand j'ai dit tous les actes de la vie civile, moi je vais me centrer sur l'aspect médical, sachant que, évidemment, sur l'aspect, j'allais dire, autre, nous pouvons avoir effectivement on ne pourra pas avoir de représentation, par exemple, pour exercer l'autorité parentale ou bien pour se marier, puisque effectivement le tuteur ne peut pas finalement autoriser. Aujourd'hui, ça a évolué, le mariage ou décider du mariage d'une personne. Là, évidemment, ça serait quand même un peu ridicule. Alors, du coup, ce que je suis en train de vous dire, je sais qu'on avait évoqué le fait de ne pas trop parler, puisque ça a déjà été évoqué, je pense, lors de précédentes réunions, les directives anticipées, mais je suis obligé de constater que le Code de la santé publique, depuis mars 2020, a été totalement toiletté. Et désormais, regardez, quand on a une personne majeure protégée, ce qui est noté, donc vous voyez là encore même code couleur, je vais regarder, me concentrer sur la colonne de droite, l'article L1111 du Code de la santé publique, qui est l'article de référence par rapport aux directives anticipées. Là, je réponds à la question, est-ce qu'une personne peut produire des directives anticipées lorsqu'elle est majeure protégée? Regardez en fait la formule. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, voyez pourquoi j'ai introduit ces concepts auparavant, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Je vais être clair aujourd'hui, on peut considérer que les conseils de famille sont quasiment tombés en désuétude, même s'ils figurent toujours dans le Code civil, ce sont les autorisations qui sont données par le juge des tutelles. La personne chargée de la mesure de protection ne peut alors ni l'assister, ni la représenter à cette occasion. Vous avez noté qu'on ne parle pas de tutelle, pour la bonne et simple raison que vous avez observé dans mon préalable que finalement, il n'y a pas que la tutelle qui est une mesure de représentation. Ça peut être l'habilitation familiale, ça peut être la sauvegarde de justice notamment. Mais ça ne peut pas être la curatelle. Ce qui veut donc dire, vous le comprenez, qu'une personne qui fait l'objet d'une curatelle va donc pouvoir, sans aucune difficulté, produire, évidemment, des directives anticipées, sans aucune assistance de son curateur. Par contre, lorsque je fais l'objet d'une mesure de protection de type tutelle, eh bien là, vous remarquez une chose qui est une évolution dans la loi, puisque ce n'est que quand la mesure de tutelle, la mesure de représentation porte sur la personne, donc c'est soit l'accolade, soit uniquement la protection portant sur la personne, qu'alors il faudra une autorisation du juge des tutelles pour que les directives anticipées puissent être produites
par la personne. Ce qui veut dire, à contrario, que si la mesure de protection ne porte que sur le patrimoine, la personne qui fait l'objet d'une tutelle peut librement produire des directives anticipées. On revient de loin, puisque je vous rappelle qu'en 2002, la loi Kouchner excluait la possibilité pour une personne, la loi Kouchner, pardon, la loi Leonetti de 2005, qui a créé les directives anticipées, excluait la possibilité pour une personne qui fait l'objet d'une tutelle de produire des directives anticipées. J'espère que je suis assez clair sur cette introduction. Pour ce qui concerne des soins, et d'ailleurs, première petite remarque, hein, l'arrêté de 2016 qui propose un modèle qui n'est pas d'utilisation obligatoire des directives anticipées, 2016, réforme de 2020, et sur cette feuille, sur cette première page, obsolète, puisque finalement, il se base sur la loi de 2005, et autrement dit, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ce modèle, sur cette page uniquement, sur cette page, devrait être toiletté. Pour terminer mon propos, voilà, après peut-être que, alors je ne sais pas si Mme Lebrun, vous souhaiterez que j'intervienne après sur l'habilitation familiale pour voir les différences, mais peut-être que ça, on pourra le voir peut-être tout à l'heure dans le cadre des questions, pour éviter de ponctionner sur le temps des autres intervenants. Hein. En tout cas, pour les majeurs protégés, donc du coup, je refais un petit diapo, et là, du coup, depuis 2020, lorsque la personne protégée a une représentation portant sur la personne, alors vous l'avez rappelé hein, tout à l'heure, Mme Morin, c'est qu'effectivement, si la personne est encore en capacité d'exprimer sa volonté, bien entendu, le protecteur, même s'il est représentant légal à la personne, aura à cœur évidemment de respecter la volonté de la personne. Il se peut finalement qu'à un moment donné, par exemple, le tuteur perçoive que la personne, par son refus, se mette vraiment en danger, auquel cas, eh bien, effectivement, le juge des tutelles pourra être saisi et finalement pourra influer, enfin pourra trancher, toujours en préservant non pas évidemment la volonté du tuteur, mais véritablement l'intérêt de la personne. Alors là où c'est peut-être même un peu plus simple, mais les termes ont changé, c'est si la personne est évaluée comme hors d'état d'exprimer sa volonté avec une personne qui est représentée avec une représentation qui porte sur sa personne, c'est donc l'autorisation du représentant légal du patient qui est alors sollicitée, en tenant compte, quand c'est possible, de l'avis exprimé par la personne. Bon, si on part du postulat que la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, c'est vrai que peut-être que là, à ce moment-là, il n'y aura pas de possibilité d'avoir un avis de la personne protégée. Il y a une évolution d'ailleurs sémantique qui est assez intéressante. C'est le fait qu'on parle d'autorisation et non plus de consentement au lieu et place de. Ce qui traduit bien ce que vous avez dit tout à l'heure, Mme Lorraine, ce qui était très juste, c'est que le tuteur est là pour autoriser, c'est-à-dire non pas pour exprimer sa propre volonté, mais toujours penser en termes de protection de la personne. Qu'est-ce qui est la décision la plus adaptée par rapport aux intérêts de la personne? Vous voyez bien que finalement, en conclusion, par rapport à cela, il y a une faille aujourd'hui qui est que je constate tous les jours sur le terrain, c'est le fait que nous n'avons pas effectivement dans les dossiers médicaux souvent le détail de la mesure de protection. On a l'identité du tuteur, par exemple, le fait que la personne fasse l'objet d'une tutelle, mais on n'a absolument pas le détail dans bien des cas. Alors, je sais qu'il y a des hôpitaux en Alsace, où je suis intervenu d'ailleurs, et j'ai constaté, je ne dirai pas lequel, mais où effectivement ça se fait. Mais finalement, il est tout à fait normal que les équipes aient à leur disposition, souvent dans le cadre d'un hôpital au bureau des entrées, voilà, quand sur le plan administratif, eh bien, avoir ces éléments concernant quel est le périmètre de la charge du protecteur, même s'il est un tuteur, puisque vous constatez qu'une tutelle qui porte et qui est limitée sur le patrimoine, bah, tout simplement, le tuteur ne peut pas intervenir sur les décisions personnelles, parmi lesquelles les questions de consentement aux soins. Ce que je vous donne ici, hein, c'est évidemment le cadre général. Il y a évidemment des dispositions particulières, notamment portées par la loi bioéthique, qui a été modifiée en 2021 et qui, justement, tient compte de cette dissociation. Par exemple, on a des possibilités maintenant de don de corps à la science pour des personnes, effectivement, qui sont capables, qui font l'objet d'une mesure de tutelle, mais qui ne portent que sur le patrimoine, alors que c'est encore exclu, effectivement, lorsque les tutelles portent sur la personne. Je m'arrête là, je ne veux pas être trop long. J'espère que mon exposé a été relativement clair. Oui, je ne suis pas très ambitieux, relativement clair. Au travers, voilà, j'ai souhaité, plutôt que d'avoir des amoncellements de texte, plutôt vous donner des schémas, et je me tiens à vos dispositions après tout à l'heure pour les questions. Je vous redonne la parole. Merci Olivier pour ces éclairages, pour ces explications. Restez avec nous. On va continuer avec Nathalie Leclerc, donc assistante sociale, et puis on réservera les questions pour la fin. Et ceux qui sont avec nous en distanciel, d'ailleurs, vous pouvez déjà noter vos questions qu'on reprendra à la fin. Merci beaucoup. Nathalie, tu as la parole. Je m'excuse, j'ai perdu la voix.
il y a quelques temps, je vais essayer de faire au mieux. Ça va être On t'entend. D'accord. Ça va être un petit peu plus rapide. Moi, j'ai parlé essentiellement de mon expérience professionnelle en soins palliatifs sur la vulnérabilité et le principe d'autonomie. Et effectivement, vous parlez de cette expérience qui ne me concerne que moi, finalement. C'est ma vision des choses. Alors, je suis allée comme toutes les personnes regarder un petit peu la définition de la vulnérabilité, ils l'ont fait très bien. C'est une question de blessure, quelqu'un qui a du mal à se défendre tout seul. En soins palliatifs, la vulnérabilité va au-delà de la protection d'une catégorie de personnes et du problème du consentement. Le reste, c'est pas un micro. Le respect de la personne ne se réduit pas à l'évaluation de sa compétence juridique ni à l'examen de ses facultés cognitives. De même, la réponse à ces besoins spécifiques ne peut pas être forcément une destitution de sa volonté et un enfermement dans sa passivité. Les différentes situations que l'on rencontre font ressortir la nécessité de prendre en compte le fait que la personne va avoir besoin de l'autre, va avoir besoin de soins et de structures médicales, et également que c'est une personne à part entière dont la dignité doit être respectée, malgré les atteintes physiques et cognitives. En soins palliatifs, mais avec la maladie, la réflexion sur la vulnérabilité est au cœur de chaque prise en charge, en filigrane, et devient ainsi au cœur d'une réflexion multidimensionnelle. Elle suppose que l'on soit attentif à la temporalité propre du patient et à sa fragilité. À quel moment la perte de dignité s'impose à notre responsabilité professionnelle? Et je pense que c'est ça qui est important. Et cette dignité est propre à chacun. Et ce qui est acceptable pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Aussi bien pour le patient, mais aussi par rapport à cet échange professionnel interdisciplinaire. C'est le lieu d'échange riche et mouvementé. Notre travail aussi en soins palliatifs et en tant qu'assistante sociale, ça va être aussi de pouvoir signifier à la personne l'indignité de sa situation, en disant à un moment donné, stop sur ce que la personne elle vit. Je pense aussi que parler de vulnérabilité, c'est aussi voir comment on pense le patient comme un sujet et dans le lien social. J'ai aussi essayé d'opposer la vulnérabilité à l'autonomie, parce que malgré une situation de vulnérabilité, la personne malade peut disposer d'une liberté de choix dans son rapport à l'autre, et ça c'est important. Ce qui va impliquer la réciprocité dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que, et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui d'important, c'est que notre travail d'assistante sociale est d'être à côté du patient, et que on va saisir... nous allons être le garant du basculement entre la dignité et l'indignité. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir dire aux équipes, attention, là, il va falloir peut-être penser à une protection juridique. Bien en soins palliatifs, parce que même si parfois on n'a pas le temps, il y a l'urgence de la mort, il y a aussi du temps qu'on a en soins palliatifs. On a aussi par moments ce luxe-là. Je travaille aussi en service de médecine interne, et en médecine interne, je n'ai pas ce luxe-là. Donc, je vais vous parler d'une situation de monsieur K, 82 ans, que j'aurais sans doute traité différemment en service de médecine qu'en soins palliatifs. Mais là, c'était en soins palliatifs. Alors, monsieur K. Monsieur K, c'est très intéressant. Monsieur K a 82 ans. Il a un cancer de la prostate qui évolue lentement. C'est un monsieur qui a des problèmes la nuit, qui a besoin d'uriner tout le temps. Donc, il se lève, mais il se casse la figure, le pauvre monsieur. Les transferts sont fatigués, les transferts sont compliqués, ça dépend des jours. Donc, quand il se lève, des fois, il ne peut pas retourner s'asseoir ni se coucher, donc il peut passer des nuits entières sur la chaise percée. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ce monsieur vit donc tout seul, il a 2 enfants. Un fils, très peu de contact. Quand il nous appelle, il est très friand, il dit qu'il va faire, mais il est friand. Il ne le fait jamais. Une fille, cette fille, c'est pareil. Elle est dépassée. Elle a une belle maman, une fille qui est toxicomane. Ça, c'est important de le savoir, puisque la petite fille adore passer des coups de fil à son papy, lui dire qu'il est le plus beau, et lui donne un peu d'argent. Donc, c'est intéressant à savoir pour la suite de la situation. Cette fille fait un petit peu tampon. Il faut savoir que monsieur est cortiqué, a été cortiqué. C'est un ancien salarié de la SNCF, et les 24 dernières années, il a travaillé à l'action sociale de la SNCF. Cependant, il vit quand même dans une maison insalubre. Les canalisations sont bouchées, les éviers sont noirs de crasse, il n'y a pas de poêle dans la cuisine, il n'y a pas d'appui propre, il n'y a pas de machine à laver. C'est un monsieur qui n'a plus de chauffage central et qui n'a pas de frigo. Voilà un petit peu le contexte. Mais il va bien.
il dit qu'il va bien, et il veut rester absolument à la maison, malgré ce contexte d'altération de l'état général. Il est hospitalisé en unité de soins palliatifs pour des symptômes, pas pour un problème social, mais pour des symptômes douloureux et pour revoir un petit peu les traitements. Ce qui s'est passé avec ce monsieur, c'est que, effectivement, l'équipe était outrée de savoir que ce monsieur vivait dans de telles conditions et que celui-ci attestait que tout allait bien se passer. Et quand on prenait le temps de discuter avec celui-ci, il vous expliquait que c'était son choix de vivre comme ça, qu'il avait toutes ses capacités cognitives et qu'il ne voulait pas surtout à leur maison de retraite parce qu'il ne voulait pas donner de l'argent à l'État. Il refusait de donner de l'argent à l'État. Pourquoi j'irais payer un environnement où je serais peut-être privée de mes libertés alors que chez moi, je fais ce que je veux quand je veux et je donne l'argent à qui je veux, notamment ma petite fille. Pareil pour la mise en place d'auxiliaires de vie. Il faisait l'amalgame de dire, moi, ce que je veux, c'est que je ne vais pas donner cet argent à ces dames-là, je veux garder mon argent pour moi. Et il était, je veux dire, dans sa façon de penser sa vie et les choses, c'était respectable et à respecter. C'était son choix de vie. Comme moi, le médecin ou l'assistante sociale, on allait dire que sa façon dont il vivait depuis tellement longtemps n'était pas la bonne. Donc, on avait un problème de dignité par rapport au logement. Qu'est-ce qui est acceptable pour lui? Qu'est-ce qui est acceptable pour les partenaires du domicile? Qu'est-ce qui est acceptable pour nous? La vulnérabilité par rapport à cette petite fille, il en avait conscience. Il savait qu'elle était toxicomane. C'était son choix de donner des soins à cette petite fille. De ne pas aller en EHPAD, c'est un choix conscient, réfléchi. Et de ne pas avoir d'aide à domicile. Du coup, on a pu travailler cette question-là avec ce monsieur parce qu'on a eu le temps. Et on a pu organiser un retour à domicile qui a été fait de choix et de non-choix. J'accepte ce que vous me dites, mais on va quand même, je vous impose une auxiliaire de vie, ça va être le minimum. C'est donnant-donnant. Sachant que, et c'est ça qui est important dans ce qui nous occupe, on avait fait demander au médecin de faire une évaluation cognitive de ce monsieur. Et elle a été très claire, monsieur n'a pas de trouble cognitif. Donc, elle ne fera pas de mise sous protection juridique. Donc, un des traits du travail social en soins palliatifs, c'est aussi l'imagination. À nous d'être imaginatifs et d'être au point de vue. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis l'entrée à domicile. Pour les initiés, on a fait un signalement quand même. On a sollicité les partenaires de la SNCF. Des visites à domicile ont été faites. On a essayé de faire quelque chose. Ça a tenu comme ça a pu. Finalement, pour que monsieur soit réhospitalisé 4 à 5 semaines après, parce que ça n'allait plus. C'est poser la question du signalement au procureur. Est-ce qu'on signale ou pas l'état, les conditions de vie du monsieur? Monsieur est parti après dans une autre structure, puisqu'il n'avait pas sa place en unité de soins palliatifs. Je n'ai pas su ce qu'il était devenu, mais je trouvais intéressant de vous en parler par rapport à tous ces éléments, parce qu'elle est vraiment complète par rapport à la vulnérabilité et au degré d'autonomie du patient. Qu'est-ce que je décide pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et vous, qui êtes-vous pour dire que ce n'est pas bon pour vous? Et donc, je pense que notre travail en soins palliatifs et en interdisciplinarité, c'est d'être à côté du patient, de l'accompagner dans sa vulnérabilité. Oui, monsieur est vulnérable, et à nous de l'accompagner là-dedans. Et à un moment donné, d'être le garant de la non-dignité et à quel moment on va pouvoir signaler et faire cette mesure de protection juridique. Et voilà, pour conclure, notre travail en soins palliatifs, c'est d'être le partenaire à côté du patient qui va être attentif à la question de la dignité et du basculement vers l'acceptable. Voilà, je vous remercie. J'attends vos questions. Merci Nathalie. Merci aussi d'avoir raconté cette histoire qui finalement vient entre les deux cases qu'Olivier nous avait montré, le patient non protégé, celui qui est hors d'état d'exprimer sa volonté et celui qui en est en capacité d'exprimer sa volonté. Et là, on est un peu entre les deux et c'est effectivement c'est régulièrement face à ces patients. Quand je vois Marielle, chez nous, c'est vraiment face à ces patients qu'on est souvent confrontés. Donc, tu as donné un mot très important, c'est cet accompagnement et on avance tout doucement avec ce patient dans cet environnement-là. J'aurais été en service de médecine interne avec des durées moyennes de séjour, avec une entrée et une sortie. Je n'aurais pas pu faire ça. Je pense que j'aurais fait une protection juridique et j'aurais commencé avec le médecin expert. J'aurais pas pris le temps d'aller au bout de la démarche et de construire une solution. Et j'aurais fait un signalement, soit en propre, parce que j'avais là au procureur, parce que j'avais pas de famille et c'était moi la requérante. Mais effectivement,
de quel point de vue on va se placer, de quel service on est et le temps qu'on va avoir, va nous donner des indications aussi en termes de vulnérabilité et d'autonomie. Reste avec nous, Oui, Sylvie. repose ta voix. On va laisser la parole à Audrey, donc Audrey Rimbert, psychologue de l'équipe mobile du CHU, équipe mobile de soins palliatifs du CHU. Oui. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans cette équipe mobile depuis 4 ans. Alors ce soir, je vais essayer de vous dire quelques mots et partager quelques idées sur le thème donc vulnérabilité et autonomie. Le sujet est bien vaste. Donc je vais m'appuyer sur ma pratique de psychologue clinicienne et voilà, pour tout vous dire, je suis orientée dans mon travail par la psychanalyse. Et je rencontre donc à l'hôpital, à domicile, des personnes atteintes de maladies graves incurables, des personnes en fin de vie, des familles, des proches, des professionnels du soin. Avant de travailler dans ce domaine des soins palliatifs, j'ai exercé dans le secteur psychiatrique, auprès de personnes âgées en service de soins de suite et de réadaptation gériatrique, auprès d'adultes en situation de handicap. Autant vous dire que les termes de vulnérabilité et d'autonomie sont fréquemment employés dans ces secteurs. Ce sont des termes polysémiques, ils sont utilisés dans des domaines extrêmement variés, aussi en dehors du champ humain, alors en économie, en écologie, en zoologie, avec des définitions également très diverses. Je me suis donc demandé pourquoi je retrouvais ces termes dans le champ du soin palliatif. Une impression d'effet de mode, un peu comme les termes traumatisme, deuil, résilience, qu'on utilise autant dans le domaine du soin que dans le management en entreprise, en politique. Est-ce que ce sont des mots valises dont l'utilisation est de plus en plus fréquente dans le champ de la santé et du soin? Ou l'utilisation de ces mots témoigne-t-il d'un changement de regard sur notre façon de voir, de prendre soin, d'accompagner les patients? Ne sont-ils plus malades avec des fragilités, mais vulnérables en perte d'autonomie? La psychologie n'échappe pas à cette tendance, je vous rassure. Le concept, par exemple, de vulnérabilité est monté en puissance dans la littérature, en remplaçant celui de la pathologie, de la déficience et en s'alliant celui de résilience. La littérature en soins palliatifs suit le même chemin. Alors, pour vous donner juste un petit exemple, j'ai pris un peu au hasard des publications du docteur Pascal Vinan, médecin en équipe mobile à Paris, qui écrit du coup « Cette vulnérabilité de la personne gravement malade est une réalité indéniable. Elle est liée aux multiples difficultés sociales, matérielles et à l'ensemble des souffrances somatiques, psychiques et spirituelles que vivent les patients confrontés à la maladie grave. » Elle écrit aussi en parlant d'une information pronostique qui serait délivrée à un patient qui n'est pas prêt pour l'entendre. Elle écrit « Une telle attitude ne permet pas à l'autonomie de la personne de se déployer, envahie massivement par l'angoisse dans la situation de grande vulnérabilité induite par l'annonce. Celle-ci ne peut énoncer des choix éclairés. Parlons-nous de quelque chose de nouveau en utilisant ces concepts de vulnérabilité, d'autonomie en soins palliatifs, ou s'agit-il toujours de parler de notre pratique avec des termes nouveaux? Ou ces termes témoignent-ils d'une autre façon d'approcher la personne atteinte d'une maladie incurable? Voilà, je vous partage les quelques questions que je me suis posées en préparant cette intervention. Et pour aller un peu plus loin, pour proposer d'autres idées et puis l'éclairage un peu de ma place de psychologue, je vais démarrer en vous racontant une situation d'un patient que j'ai rencontré pour parler un peu à partir de cette rencontre de vulnérabilité et d'autonomie. Lorsque je rencontre Monsieur T à son domicile pour la première fois, il est atteint d'une sclérose latérale amyotrophique depuis 2 ans. Il avait déjà rencontré quelques fois un psychologue dans le cadre de l'annonce de la maladie et d'un suivi en hôpital de jour SLA, puis il avait arrêté. L'aggravation de la maladie lui fait accepter à nouveau cette offre de rendez-vous avec un psychologue. Les discussions concernant l'évolution de la maladie, la pose d'une trachéotomie et l'absence de positionnement de Monsieur T
a également orienté le médecin vers une proposition d'une rencontre avec un psychologue. Depuis quelques semaines, il utilise un ordinateur et un logiciel de communication par pilotage visuel, car l'articulation est devenue impossible. Avant le premier rendez-vous, M. T me fait parvenir plusieurs textes par mail dans lesquels il se décrit ce qu'il aimait faire, sa personnalité, ses valeurs, ses combats. Il écrit également son vécu de la maladie, ses incapacités qui s'accroissent mois après mois, son horreur de la chose qu'il devient jour après jour. Il est en effet totalement dépendant dans les actes de la vie quotidienne. Manger, boire, faire sa toilette, se moucher, s'essuyer la bouche, aller se coucher, s'installer dans un fauteuil roulant ne sont possibles qu'avec l'assistance de ses proches ou des professionnels. Lorsque je le rencontre pour la première fois, M. T m'apparaît effectivement maigre et raide sur sa chaise, contraint par la maladie à un immobilisme parfois interrompu par des pleurs et des rires qui le secouent sur place. Cette fameuse labilité émotionnelle du patient est celle-là. Les pleurs et les rires n'apparaissent cependant pas au hasard de nos entretiens. Même s'il l'évoque à peine, je perçois les douleurs de la raideur musculaire et des crampes dont il est victime après des heures installé sans bouger sur sa chaise. Monsieur T saisit cette offre d'un espace d'écoute et de parole pour se mettre en récit. L'homme qu'il était avant la maladie, comment elle est arrivée. Il ne parvenait pas à y croire. Être malade alors que depuis bien longtemps, il prend soin de lui, de notre planète. Comment un pauvre motoneuro n'a pu se mettre à déconner au point de lui bousiller tout le corps, toute sa vie. Des mois à croire à une erreur, espérer s'en sortir, espérer l'arrivée d'un traitement. L'aggravation de la raideur de son corps et les constats que certains gestes physiques ne sont plus possibles amènent avec eux l'idée qu'il ne s'en sortira pas. La maladie gagne du terrain, il ne peut pourtant pas y croire. Il va mourir de cette saloperie, c'est impensable. Même l'écrire et le voir s'afficher à l'écran d'un ordinateur est surréaliste. Monsieur T aussi vacille, abandonner la lutte, voire précipiter sa chute ou s'accrocher. Il dit un jour qu'il ne pensait pas pouvoir se supporter dans un tel état. Pourtant, aujourd'hui, rien n'y fait. Il ne peut pas se résigner à se laisser mourir. Il est accroché à ce qui lui reste de cette survie. Il a du mal à se comprendre lui-même. Il est secoué par des pleurs. Les mots qu'il utilise pour parler de lui, de son corps, sont durs et crus. Il ne supporte plus son état et il se décrit comme faisant souffrir ses enfants et sa femme. Son état de dépendance extrême convoque toute la famille. Femmes et enfants plongés dans cette réalité de la maladie. Le réel s'impose à chacun. Les remaniements psychiques des uns et des autres apparaissent sous forme de conflits, de tensions, reproches. La question de la mort s'impose avec brutalité. D'autant plus que les enfants sont des adolescents et le couple traversait déjà une crise avant la découverte de la maladie. En souffrance de son état, en souffrance dans ses liens à sa famille, M. T parle et imagine comment continuer. Il évoque ses relations aux autres, tente d'éclairer quelques liens qui lui paraissent obscurs. Il se demande s'il ne devrait pas quitter la maison pour soulager sa femme et ses enfants qui souffrent de cette situation. Il y a plusieurs années, il avait déjà envisagé de quitter sa femme, mais il n'avait pas pu. Donc à partir de cette situation clinique, j'aimerais partager un peu quelques idées sur la notion de vulnérabilité. Oui, Monsieur T peut nous apparaître vulnérable si nous prenons le terme vulnérabilité dans son étymologie qu'on a vu tout à l'heure, qui peut être blessé et qui blesse. Oui, parce que nous venons de l'entendre, l'annonce de la maladie incurable l'a sidéré au point de ne pas pouvoir y croire pendant des mois. Sortir de l'effroi de cette nouvelle et reprendre la parole a été difficile. Puis parler avec sa voix n'a plus été possible. Son corps est menacé, attaqué par la maladie, douloureux. L'aggravation de son état le contraint à une passivité et vient lui rappeler qu'il est atteint d'une maladie qui progresse et dont il va mourir, presque totalement dépendant pour tous les mouvements de son corps. Oui, il nous apparaît là encore vulnérable. Mais qu'en est-il de sa vie psychique?
Qu'en est-il de la vie psychique des personnes atteintes d'une maladie incurable? Est-ce que ce terme de vulnérabilité peut s'appliquer à la vie psychique? Est-elle menacée de mort au même titre que le corps? Est-ce qu'elle se dégrade à mesure que le corps se dégrade? Oui, nous pourrions considérer les patients en soins palliatifs vulnérables lorsque nous constatons les mouvements psychiques nécessaires pour composer avec les bouleversements qu'amène la maladie grave. Nombreux sont les travaux des psychistes qui les décrivent. Il est admis partout que faire face à une maladie grave incurable est psychologiquement difficile. Mais la situation de M. T nous fait aussi dire vulnérable? Non, pas vraiment. La passivité forcée par ce corps qui ne peut plus bouger s'accompagne chez M. T d'un retour sur soi, d'une tentative de réinvestir une nouvelle image de soi, d'élaborer ses liens présents et passés. En fait, la vie subjective se poursuit avec des remaniements psychiques possibles. La maladie, dans ce qu'elle est de réel, dans ce qu'elle touche au corps, nous fait parfois éprouver violemment cette vulnérabilité oubliée. Mais la perte de ce sentiment d'invulnérabilité peut créer les conditions d'un travail psychique intense. Intense au sens où le sujet est forcé de le faire car il ne peut se séparer de son corps blessé, de la maladie qui s'aggrave. Au-delà de la situation de M. T, ma pratique quotidienne en soins palliatifs me fait dire que le fonctionnement psychique ne suit pas cette logique. Un corps blessé égale vulnérable, égale un psychisme blessé vulnérable. Les soignants adressent souvent le patient au psychologue lorsqu'ils constatent qu'il est déprimé, angoissé, ambivalent, qu'il pleure, qu'il est passif, en colère, dans le refus, fatigué, anxieux, replié sur lui-même. Tout ceci n'est que le haut de l'iceberg. Ce ne sont pas des indicateurs d'une vulnérabilité psychique, mais des indicateurs de cette vie psychique à l'œuvre. Oui, il est difficile de composer avec le réel de la maladie. La vulnérabilité est une caractéristique fondamentale des êtres humains. Nous sommes tous faillibles, capables de souffrir, mortels. Au moment de la maladie, il y a cette prise de conscience de notre destinée de mortel. Le fonctionnement psychique n'est pas altéré, mais parfois mis en sourdine ou écrasé par l'atteinte corporelle. L'atteinte du corps fait écran et prend parfois toute la place. Nous n'avons parfois pas accès à cette subjectivité. En soins palliatifs, l'enjeu est souvent de la retrouver. Comme M. T, beaucoup de patients ne s'expliquent pas comment ils font pour supporter la situation dans laquelle ils sont. Ils parviennent à s'adapter, s'ajuster, supporter, s'aménager, vivre des événements extrêmement difficiles sans perdre totalement la raison. Ils sont parfois étonnés de ce qu'ils peuvent accepter et de leur envie de vivre encore. Beaucoup d'entre eux parviennent à tricoter du sens, à garder une parole qui témoigne de cette vie psychique. Au regard de la psychologie orientée par la psychanalyse, il y a un pas de côté à faire entre ce que nous percevons de la vulnérabilité et ce que nous découvrons du fonctionnement psychique. Je poursuis avec quelques points, peut-être un peu davantage sur l'autonomie. Je vous ai décrit M. T totalement figé dans son corps. Il a bien du mal à vouloir quelque chose. Et son choix semble se rétrécir à deux options, continuer à survivre ou se laisser mourir. Nous sommes bien loin de la valorisation de l'autonomie de notre société qui consisterait à être autonome pour se déplacer au moyen des possibilités de son corps, autonome de volonté et autonome de pensée. Il n'y a guère que la dernière autonomie de pensée qui semble à peu près maintenue pour M. T dans cette vision réductrice de l'autonomie. Nombreux sont les patients en soins palliatifs extrêmement atteints dans leur corps. Les traitements qui donnent la nausée, qui constipent, les plaies, qui soignent, les sondes, les poches, l'amaigrissement et j'en passe. La dépendance totale dans laquelle ils sont parfois plongés les éloigne de l'idéal d'autonomie de notre société actuelle. Nous baignons dans une culture qui valorise l'autonomie et l'indépendance au détriment de l'hétéronomie et la dépendance, dont on a aussi un peu entendu parler tout à l'heure.
Les consultations des psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes ou les coachs de vie même révèlent que dans notre société contemporaine, l'autonomie occupe une place centrale et désirable. L'autonomie est présentée aujourd'hui comme un objectif que chacun doit atteindre pour avancer sur la voie du bonheur. L'injonction d'autonomie se présente sous la forme d'une accablante idéalité, idéaux d'une vie parfaite dans laquelle l'individu ferait des choix en toute liberté dans une pure volonté. De qui, de quoi sommes-nous dès l'enfance invités à être autonomes? L'autonomie est régulièrement réduite à la capacité à se débrouiller avec son corps et la capacité à décider par soi-même. Manger seul, choisir sa place à table, s'habiller seul, choisir ses vêtements, aller aux toilettes seul, choisir ses activités. Invité à une autonomie réduite à deux mots, choisir seul. Les personnes en soins palliatifs vivent dans cette société habitée par ce mythe de l'autonomie. Et si on ne peut que se réjouir de l'évolution sociale et des lois qui introduisent des droits aux malades, il semble également nécessaire d'être vigilant à la dérive possible vers une injonction à l'autonomie et au choix. Nous voulons un malade qui garde son autonomie. Nous voulons nous assurer de lui laisser ses choix. Le choix d'un traitement, d'une trachéotomie, le choix de mourir à domicile, le choix d'être sédaté, le choix de directives anticipées. Que devient notre patient pour lequel nous attendons mordicus qu'il fasse des choix, comme si la mise en action de la volonté n'était qu'une complexité de l'homme malade? Comme s'il n'arrivait pas à choisir, à se décider, à savoir ce qu'il veut uniquement parce qu'il est bouleversé par la maladie, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a des traitements qui altèrent son jugement, parce qu'il n'a pas compris la gravité de la maladie, parce qu'il a des troubles cognitifs. Cette façon réductrice de concevoir l'autonomie ne prend pas en compte la complexité du fonctionnement psychique et inconscient à l'œuvre. Non, la vie n'est pas qu'une succession de choix conscients que nous prenons dans une volonté pure. Nous sommes soumis à des servitudes intérieures, des dépendances qui nous habitent liées à notre histoire, parce qu'un enfant seul n'existe pas. Nous avons les limites de notre donne initiale. Nous arrivons au monde par d'autres. Nous ne contrôlons pas tout. Et cette façon de concevoir l'autonomie ne prend pas en compte les besoins fondamentaux de l'être humain, qui consistent à la fois dans un besoin de se séparer des autres et dans un besoin de reconnaissance, être distinct des autres et relié aux autres. Lorsque l'occasion se présente de rencontrer un psychologue orienté par la psychanalyse, certains patients se lancent dans les derniers moments de leur vie dans cette analyse intérieure de ce qui a orienté jusque-là leur existence, leur choix de vie. Soumis à la maladie et à la perspective de la mort, ils aspirent et parviennent parfois à ce travail de parole, à une certaine liberté intérieure. Se libérer autant que possible de ses dépendances intérieures, de la répétition inconsciente, de l'impulsion, leur permet d'habiter encore une vie à soi, pour le temps qu'il reste, loin du mythe de l'autonomie. Merci Audrey. Alors, j'ai entendu dans ce couple qu'on avait voulu mettre en scène vulnérabilité et consentement, dans l'histoire que tu as racontée, cette vie psychique qui pourrait mener à consentir à ce qui est aussi, peut-être, dans ce que tu dis. En tout cas, à pouvoir vivre avec. Peut-être. Et puis l'importance de la relation, donc de cette relation qui fait vivre, aussi qui met du sens dans nos métiers. Place aux questions. Donc, on a Lise Lorenz, Olivier Dupuis, Nathalie Butler et puis Audrey Rimbert. Donc, c'était riche. Donc, allez-y, c'est le moment de poser des questions. Ceux qui sont à distance aussi, si vous êtes encore là. Des éclairages, peut-être encore à vous voir, ou des remarques. Moi, j'ai une question. Ah ben voilà, alors Lise, une question à Olivier Dupuis. Oui, exactement.
En fait, on a abordé brièvement la notion de directive anticipée. Et bien sûr, c'est pas le sujet du jour, mais quand même, c'est un peu un filigrane de tout ce qu'on a pu voir, parce que la question peut se poser un peu dans les deux situations que vous avez présentées. Quelque part, quand on parle d'autonomie aussi, et dans cette notion qui est la double autonomie, d'avoir des désirs et les hiérarchiser et puis pouvoir les exprimer. Moi, quand je rédigeais ça, je me suis dit, mais c'est un peu ça qu'on demande aux patients, l'exercice qu'on lui demande quand il lui dit, quand il propose de rédiger des directives anticipées. Simplement, anticiper, c'est anticiper. Et comme vous l'avez vu, exposé dans la situation de ce patient avec une SLA, ça peut évoluer. Et comment est-ce qu'au niveau juridique, on tient compte de cette notion d'un instant T de directive anticipée, les subtilités de la loi qui prévoit qu'on peut ne pas, en France en tout cas, qu'elles ne sont pas absolument complètement opposables aux médecins, sont-elles justement là pour en tenir compte? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le plan juridique, effectivement, il y a une évolution de la loi en 2016, justement la loi de Léo Méticlès du 2 février 2016. Vous avez raison de dire d'ailleurs que l'intention, suite aux réunions publiques qui ont eu lieu, c'était de rendre opposables les directives anticipées. Vous avez tout à fait raison de dire qu'elles ne le sont finalement pas totalement, puisqu'il y a des moyens justement de ne pas les appliquer lorsque le médecin, pour différents motifs, est face à une situation qui est médicalement pas en lien avec ce qui est noté dans les directives anticipées, ou bien aussi parce que en tout cas, le médecin estime en conscience qu'effectivement, elles sont inadaptées à la situation, ce qui est aussi un moyen, là encore, voilà. Après, les directives anticipées, le législateur a voulu les renforcer, notamment par rapport à ce que vous évoquez, c'est-à-dire leur distance par rapport à la situation, qui font qu'on sait qu'une personne peut penser très différemment. Et pour travailler avec notamment des professionnels qui sont en soins palliatifs, on voit parfois des personnes qui se disent écoutez, moi, laissez-moi partir le plus vite possible quand le moment arrivera. Et puis finalement, la personne, quand le moment arrive, elle s'accroche à la vie, réflexe de survie en tout cas. Donc finalement, on a effectivement cette inquiétude d'un écart entre les directives anticipées et la volonté en temps réel finalement de la personne, mais qui n'est plus en mesure de s'exprimer. Il est prévu dans la loi évidemment une hiérarchisation aussi, qui est plus claire aujourd'hui, mais moi qui m'interroge. Je n'émets pas d'opinion ici, mais d'articulation entre directives anticipées, famille proche qui serait amenée à exprimer la volonté de la personne en situation de fin de vie et personne de confiance. Très clairement, depuis 2016, les directives anticipées sont prioritaires dans l'expression de la volonté de la personne, au détriment de ce que pourrait exprimer de façon plus actuelle la personne de confiance ou la famille ou les proches. C'est-à-dire qu'on a voulu clarifier les choses, ce qui n'était pas le cas en fait avant 2005, puisque le médecin était confronté à des directives anticipées qui devaient apprécier comme étant la traduction de souhait de la personne au même titre que la personne de confiance. Ce qui lui permettait finalement de pouvoir naviguer, je dirais, entre ces deux ressources informatives. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque quand il y a des directives anticipées, elles sont prioritaires comme support, c'est-à-dire que le médecin doit les considérer prioritairement comme expression, support d'expression de la volonté pour le cas d'une fin de vie. Et là, finalement, en pratique, c'est vrai que ça m'interroge. Puisqu'effectivement, on peut avoir des personnes, alors j'espère, Laurence, que je réponds bien à votre question, mais je constate effectivement que dans certains cas, j'ai eu un cas d'une personne de confiance qui exprimait de façon actuelle, le patient vient de tomber dans le coma, il m'a dit juste avant qu'il tombe dans le coma qu'il voulait être réanimé, alors que finalement, dans les directives anticipées qui avaient été produites 1, 2, 3 ans avant, ou 6 mois, il était écrit exactement le contraire. Pour moi, il me semblait intéressant qu'un médecin qui gère un cas de fin de vie puisse prioriser ce qu'il estime en conscience le plus adapté. Aujourd'hui, finalement, j'oserais dire qu'il ne le peut plus à partir du moment où il doit considérer prioritairement les directives anticipées. Vous me voyez un peu critique là encore par rapport à cet apport de 2016, qui hiérarchise, donc finalement qui priorise la clarté au détriment peut-être effectivement d'une certaine cohérence, en tout cas une marge d'appréciation du médecin. Je ne sais pas si je réponds. Si. Merci. D'autres questions ou d'autres réflexions? Moi, j'ai trouvé intéressant la notion, vous parliez d'injonction à l'autonomie, c'est quelque chose dont je suis assez sensible, et j'ai retrouvé ce qu'Olivier aussi disait, cette notion de transfert de responsabilité. Je trouvais qu'il y avait une espèce de parallèle entre les deux, parce que finalement, à force de vouloir que le patient nous dise tout ce qu'on doit faire, on se dédouane complètement aussi de notre propre réflexion professionnelle. Donc je trouvais que finalement ça allait dans la même direction.
Je trouvais ça intéressant de repérer. Et c'est vrai, et je pense aussi que quelque part, dans toutes les petites colorations qu'on a pu avoir sur la thématique, s'il y a quelque chose, moi, que je retiendrai de tous nos échanges, ça m'a encore conforté dans l'idée que on doit rester dans cette position à côté pour permettre justement que la personne puisse, si elle le souhaite, prendre toute la place qu'elle a le droit de prendre, voire respecter ses droits. Après, comme vous l'avez dit, des fois les patients veulent qu'on décide pour eux, et ça, je pense que c'est encore des fois plus difficile que l'inverse, ce qui était peut-être pas le cas il y a quelques années, mais d'accepter qu'un patient nous dise « je ne veux pas décider », ça devient de plus en plus difficile. Mon propos était effectivement de dire que, alors effectivement de ne pas remettre en question du tout l'évolution du droit et l'évolution des droits des malades et cette, on va dire, cette sortie du paternalisme médical, pas du tout, mais peut-être une certaine prudence à ne pas basculer dans quelque chose de totalement inversé, qui ferait que on entend dans cette notion d'autonomie que cette notion de choix, de droit, qui viendrait prendre toute la place sur le reste, effectivement, et ne pas croire que, enfin, voilà, ce qui me vient parfois là, dans les discussions sur les directives anticipées et sur la thématique de ce soir là, dont on parle, c'est cette fable de la cigale et la fourmi. Vraiment garder aussi à l'esprit que nous n'avons pas du tout les mêmes façons de vivre, d'envisager l'avenir, de s'y préparer ou non. Enfin, vous voyez, il ne faudrait pas croire que c'est exclusivement la maladie et tous ces aspects-là qui viennent entraver les choix. Nous avons aussi à chaque fois affaire à une subjectivité. Et à cette possibilité, enfin, c'est ce que tu décris bien, de rester dans l'incertitude, finalement, sans devoir se positionner dans un champ ou dans un autre. C'est vrai que nous, dans nos métiers, on a besoin d'avancer et on a besoin du coup de faire qu'il y a quelque chose qui se décide. On voit bien. Alors, il y a tellement d'incertitudes et tu as bien décrit cette injonction qui entrave, qui peut entraver. Peut-être une question de temporalité aussi. Ce qui me gêne un peu dans la directive anticipée, j'entends bien le choix du malade, mais certaines dérives quand même pendant qu'on retourne de responsabilité, qu'on entend quand même régulièrement cette injonction à rédiger des directives anticipées pour justement que le jour où se pose une question, on ait la réponse avant même qu'elle se pose. Et je trouve que on prend le problème à l'envers. Surtout quand ça devient une case à cocher dans une checklist d'admission. On demande à l'autre modifier. Tout comme la personne de confiance. Sachant que du coup, on ne se met pas dans le cheminement que tu décrivais justement, qui fait qu'on le voit, et c'est bien pour ça que on pourrait reporter un petit peu le débat sur le débat actuel par rapport à ces questions de l'aide à mourir qui arrivent quand même sur le tapis, où finalement ça a l'air de rassurer tant de gens, mais nos professionnels qui accompagnent beaucoup de gens en fin de vie, on voit combien ce cheminement il fait évoluer les choix, et ces patients qui se découvrent des ressources qui étaient même soupçonnées. Je trouve que c'est difficile d'aborder ces questions. Et à la fois, ça a l'air de rassurer certains. C'est compliqué. Je me dis, pour Dr. Lorenz, notamment sur les certificats médicaux circonstanciés, dans les personnes qui pouvaient déclencher en milieu hospitalier, en général, ça vient de
c'est l'un de nos collègues, nos confrères, qui se pose la question. Alors, j'ai peut-être manqué une information en moment. En fait, il faut que ce soit quelqu'un alors c'est soit quelqu'un de la famille, soit un proche ou allié, etc., ou quelqu'un qui défend les intérêts et agit dans l'intérêt de la personne. Et à ce titre-là, ça décrit la fonction, par exemple, de l'assistante sociale. Mais un médecin qui est en charge du suivi n'est pas considéré comme forcément une personne bien placée pour… ça a été le cas à un moment donné, mais ça ne l'est plus. Si le médecin constate, encore une fois, si le médecin constate que la personne qu'il soigne, quand on est à l'hôpital, n'est pas à une altération de ses facultés qui ne le permettent pas de pourvoir seul à ses intérêts, il est tenu de le déclarer, de faire une sauvegarde médicale. Bon, on a vu que la sauvegarde médicale a des effets quand même malgré tout limités, puisqu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un mandataire pour représenter les actes nécessaires. Mais ça apporte un régime de base de protection, ça évite qu'il y ait, du moment qu'elle est prononcée, des actes contraires à l'intérêt de la personne. Ça, c'est peut-être dans une temporalité de son politique, justement. C'est peut-être ça. Après, tout dépend ce qu'on attend comme effet pour le patient. S'il a besoin de quelqu'un parce qu'il faut le représenter pour un acte, ben là, ça ne suffira pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier. Bordeaux, vous pouvez lire directement. Oui, non, tout à fait. Après, il y a quand même un intérêt à établir une déclaration médicale de sauvegarde. Justement, alors c'est vrai que quand on est tenu, c'est une obligation théoriquement, mais voilà, sur le plan du Code civil. Maintenant, ça présente aussi cet intérêt de pouvoir revenir sur les actes passés, mais effectivement, c'est parfois pas suffisant, effectivement, quand la personne a besoin d'une personne qui agisse à sa place, notamment. Donc, mais c'est quand même intéressant dans la mesure où on observe, par exemple, au-delà des soins palliatifs, des personnes qui sont très manipulées on le voit au domicile, on le voit en institution parfois, à faire des chèques, etc. Donc, ça permet en fait non pas de façon générale à empêcher la personne de faire des chèques, mais ça permet en fait de pouvoir revenir par la suite sur les chèques passés. Donc, ce qui est un peu séduisant quand même dans la déclaration médicale, c'est que c'est immédiat. C'est-à-dire que dès que vous déclarez au procureur de la République, la personne fait l'objet d'une sauvegarde. Et finalement, c'est à mettre en comparaison avec les 4 à 6 mois de moyenne quand on déclenche une mesure de protection, quand on dépose un dossier au greffe du tribunal et son aboutissement. Donc, c'est vrai que voilà. Et l'un n'est pas, d'ailleurs, n'exclut pas l'autre, mais ça veut donc dire qu'on est dans le temps plus long et donc finalement, ce temps peut être incompatible avec le besoin de la personne. Est-ce qu'une mesure d'habilitation familiale, Olivier, est plus rapide? Non, en fait, je vais même vous dire, alors, ça dépend là encore des greffes, de l'encombrement du greffe, mais finalement, ce n'est pas la mesure, c'est plutôt la période qui fait que, alors je pense que l'assistance sociale, peut-être, on parlera peut-être plus directement par rapport à ce que vous connaissez du greffe de Strasbourg, par exemple. Mais c'est effectivement, de façon générale, alors pour avoir fait le circuit en tant qu'habilité familiale de ma grand-mère, effectivement, j'ai bien observé que le temps était identique, en fait. En tout cas, excusez-moi de vous parler du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, mais voilà, donc le temps n'est pas plus court, puisqu'en fait, aujourd'hui, le dossier qui est déposé au greffe du tribunal est le même. Je veux dire par là que le document CERFA qu'on remplit aujourd'hui est un document qui, je coche, je fais une demande de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale. Ce qui veut dire que le circuit est finalement assez proche, sinon identique, dans les démarches que le juge des tutelles doit engager pour instruire le dossier. Il y a donc évidemment, alors je ne sais pas si Mme Lorenz, vous avez été sollicitée, mais on peut produire un certificat médical dans le cadre d'un dossier d'habilitation familiale. En fait, moi, je produis le même certificat médical circonstancié, que ce soit pour une mesure de curatelle, tutelle par un tiers extérieur ou par une demande d'habilitation familiale. C'est le même, c'est le même formulaire. Moi, je remplis les mêmes demandes, les mêmes critères. Voilà. Les mêmes critères. Il me semblait que ça allait un peu plus vite quand même. C'est une instance parce que quand on fait une demande de sauvegarde de justice, des fois, on nous répond au bout d'un an. Alors que normalement, la sauvegarde de justice, c'est l'urgence. Et on a des patients, au bout d'un an, là, on a eu le cas récemment, on me dit oui, j'ai eu la mesure il y a un an, mais je n'ai pas pu le faire avant. Notamment avec le GAF. Voilà. Et dans ce cadre-là, avoir au moins fait une déclaration de sauvegarde médicale, ça… C'est pas adapté, ouais. Quand il y a une famille, ça va quand même beaucoup plus rapide. Oui, après, le problème qu'on a aussi, c'est que comme assistant social, vous le savez bien, et comme tous les professionnels, on est tiers, on formule une demande
auprès du procureur de la République. Donc, il y a un filtrage par le procureur de la République. En fait, depuis 2007, on ne peut plus saisir directement le juge des tutelles d'un dossier de demande. Il faut filtrer effectivement par le procureur de la République qui, lui, dépose en fait la demande, le dossier au greffe du tribunal. Ah non, pas chez nous. Enfin, je ne comprends pas ce que vous en Ah, le droit alsacien est-il différent à ce sujet? C'est possible, c'est possible. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, ce que vous disiez, mais aujourd'hui, les demandes qui sont en tant que professionnels, la demande en qualité de tiers, rien à voir avec la psychiatrie, doit être déposée en tant que professionnel auprès alors, est-ce qu'il y aurait une nuance alsacienne? Je ne crois pas, je ne crois pas avoir vu, mais vous le saurez peut-être bien. Mais en droit, dans le Code civil, il est très clair qu'aujourd'hui, la demande, le dépôt de la requête auprès du tribunal judiciaire ne peut plus être déposé par un professionnel. Il doit passer obligatoirement par le procureur de la République. Donc, moi, je passe par le procureur de la République quand c'est moi qui fais la requête, c'est-à-dire quand je n'ai pas de famille. Mais non, mais nous parlons de ça. C'est-à-dire que quand le dépôt du dossier au greffe du tribunal n'est pas réalisé par la famille. C'est-à-dire que vous, en tant qu'assistante sociale, vous ne déposez pas leur dossier. C'est la fille, le fils, le conjoint. Je l'accompagne et c'est eux qui le font. Oui, mais ça veut dire que juridiquement, ce n'est pas vous qui le faites. Non, mais pour autant, moi, quand j'établis un CMC dans une situation où je suis sollicitée par l'assistante sociale, j'estime que je le fais à la demande de l'assistante sociale. Et c'est ce que je mets dans le certificat et c'est à elle que je remets le certificat qu'elle va ensuite verser au dossier dont elle aide la famille à constituer. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une aide, mais ce n'est pas un dépôt. Enfin, je ne sais pas si je suis clair. Le dépôt. C'est très carré, les juristes. C'est bien. Moi, je suis aussi assez nette et je fais le certificat, je le remets à la personne qui m'en fait la demande. Bien sûr, non, mais c'est tout à fait légitime. Ce n'est pas la personne qui fait la requête. Finalement, ça peut être intéressant de voir, en fait, finalement, si la requête est portée par la famille, par un membre de la famille, ou si la requête est portée par un professionnel. Auquel cas, comme je vous l'ai dit, la requête portée par un professionnel va être orientée vers le procureur. Moi, j'interviens beaucoup dans le cadre de l'accompagnement des professionnels qui accompagnent des personnes en perte d'autonomie au domicile. Il arrive qu'on ait effectivement des personnes qui sont isolées socialement, qui n'ont pas d'enfants, etc., auquel cas, effectivement, la requête est portée par un travailleur social, très souvent, et elle est faite par le filtre du procureur de la République. Elle n'est pas faite directement au greffe. Par contre, à l'inverse, comme vous le faites très bien, l'accompagnement de la famille des aidants en fait, peut conduire à aider à la constitution du dossier qui sera déposé juridiquement par effectivement le membre de la famille, avec l'aide et le soutien, c'est ce que vous dites. Donc, ce qui me rassure, c'est donc effectivement qu'il n'y a pas de différence. Je suis embêté parce que Marie peut le dire quand même, je présente le droit français, et donc sans prendre en compte des spécificités à l'IFSI, ça serait un peu embêtant quand même. Alors, on s'entend bien, donc je crois qu'on a bien compris. Enfin, on est sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de mauvaise compréhension. Alors, il est vrai que dans le sud-ouest, le temps s'est arrêté. On a l'impression qu'il est 20h05 depuis un bout de temps. Oui, je suis devant le grand théâtre, j'ai pris mes tennis, j'ai bougé un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on continue en grignotant sans Olivier dans le hall? Là, je vais vous quitter alors. Parce que oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça. Olivier, c'est du vendange tardif qu'il faut lui servir. On n'a pas pris. Alors, Marie, s'il te plaît, ne me fais pas passer pour. C'était exactement ce que j'allais dire. Donc, je veux bien participer à une prochaine réunion où, effectivement, on aura des spécialités. Avec vendange tardive. Voilà. C'est ça. On va s'arrêter là. Bon, il y a quelques petites choses à grignoter. Merci beaucoup, Olivier. Et écoutez, profitez bien du repas, alors. Je pense à vous, avec mon sandwich à l'hôtel. Plaisir. Merci beaucoup. Écoutez, merci en tout cas de votre sollicitation. Je resterai à votre disposition si besoin, s'il y avait des questions complémentaires, bien entendu. Merci Olivier, merci Lise, merci Audrey, merci Nathalie. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.